Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix de l'été Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Et c'est les vraies voix de l'été, la dernière. Oh non. Oh, ça y est, il va pleurer. Oh non. Frédéric Brindel. Oui, vous Judith êtes là. Belair, bonsoir. Voilà, bonsoir à tous, les bonsoir auditeurs à de tous, Sud Radio. Bienvenue. On est triste de vous quitter, mais on est un peu content d'aller en vacances quand même ou pas? Oui. Moyen. Ouais. Bon, alors c'est parti pour cette émission qu'on vous a concoctée. Pour être la vraie voix auditeur de Sud Radio, vous le savez, vous pouvez appeler au 0826 300 300. Vous allez pouvoir jouer face à une de nos vraies voix tout à l'heure. Et d'ailleurs, nos vraies voix New Look voilà, ce soir vraie aussi. voix New Look. Ça m'a fait plaisir pendant tout ce mois de juillet qu'on a passé cette avec évolution. vous. Oui, on vous a mis en contact avec des vraies voix qui ont tous un talent singulier. Et vous allez voir encore ce soir. Alors évidemment, Jean-Marc Governatori, vous le connaissez déjà tous. Devenu un habitué Voilà, de juillet. devenu un habitué, coprésident de l'écologie au centre et élu écologiste niçois. Bonsoir Jean-Marc. Bonsoir. Bienvenue. Bonsoir Jean-Marc. Et puis nous avons Jérémy Stubbs. Bonsoir Jérémy. Bonsoir et good evening. Voilà, la classe. Quand je pense que ça fait 40 ans que j'essaye de bien parler anglais, Good evening. de mettre l'accent, et puis Jérémy arrive et PAM. Voilà. Il est directeur adjoint de la rédaction de Causeur, Jérémy Stubbs. Et puis nous avons Raphaël Rémy Leleu, conseillère de Paris Europe Écologie Les Vertes et les Verts, pardon. Les verts Mais et vous- les vertes. mais Et vous- c'est important. Vous êtes devenue toute Voilà. verte. Mais c'est parce que je regardais militante féministe en même temps, donc c'est pour ça que j'ai rajouté le E. Et généralement, je rajoute le E aussi, Bah donc voilà. tout va bien. Bonsoir. Voilà. Et puis Bonsoir évidemment. et bienvenue, c'est Bonsoir. sa première. Ah C'est bah votre ouais. dernière, c'est ma première. C'est beau, Je ne ouais, sais c'est pas quoi en magnifique. conclure. Bah, je ne C'est- sais pas. c'est- Alors, il n'y a donc- pas de hasard. Alors ce qui est drôle, c'est que les auditeurs pourraient se dire mais on a entendu beaucoup écologie, mais en fait il y a deux écologies qui sont pas d'accord autour Oui, de la qui table. sont C'est pas marrant tout à fait ça. pareil, Donc, il y a le centre et puis il y a la gauche, quoi. Oui, voilà, Voilà. c'est ça, c'est bien. Et puis Pluralité, donc, pluralité. Et puis 0826 300 300, vous le savez, vous pouvez parler vrai sur Sud Radio, c'est votre radio, on file au standard. On est avec Fred. Fred, vous nous appelez de Nîmes dans le Gard. Bonjour Fred. Bonjour tout le monde. Comment ça va? Bon, on dirait pas, oui, ça, vous avez une petite voix. petite forme, pourtant à Nîmes, ça va, non? Je suis en pleine forme. Ça change tout, Fred. C'est Fred, c'est Fred Frédéric ou Fred? Frédéric. Oui, comme moi, ouais. Voilà. Alors Fred, on va vous poser, on va vous On poser. va vous dépecer. Si vous avez de l'argent, donnez-le tout de suite. Alors, du coup, Fred, d'ailleurs, en plus, c'est un nom qui vous plaît, ça, Fred, hein? Ah bah, Bah voilà, ça c'est vous pas aviez mal même ça. pas relevé. Celle-là, Judith, Hein elle est drôle. Voilà. Bon, alors, on a deux questions du jour sur Twitter. Vous, auditeurs de Sud Radio, vous allez voter évidemment comme Fred, notre cher auditeur du jour. On va vous les poser, vous nous répondez assez brièvement pour commencer, puis évidemment, on va continuer sur les débats ensuite. Première question du jour, Fred. On le sait que il y a des grèves de transport qui sont prévues pendant la Coupe du Monde de rugby. Selon vous, Fred, est-ce que les Français doivent faire la trêve des mouvements sociaux pendant ces grands événements internationaux? Alors, ma réponse est clairement non. Il n'y a pas de trêve car on peut pas nourrir une partie de la population de plaisir et une autre population qui n'arrive pas à aligner les fins de mois et qui ont faim. Bien pour le débat, Fred. Ça va Et être alors, costaud. y a- Je le sens bien. Assez peu de votes, vous pouvez aller voter à fond, mais grosso Que modo, disent les auditeurs, ils disent ouais non aussi à 82% quand même. Ah donc c'est oui. assez clair. Voilà. Ah d'accord. Voilà. Très Et bien. puis deuxième question du jour, Fred, sur la hausse des prix du pétrole. On le sait, c'est samedi noir demain en plus. Est-ce que vous allez sacrifier vos déplacements en voiture pour vos vacances, Fred? Les sacrifier non, mais les adapter. Parce que tout est cher, quoi. Et on le voit tous les jours. Quoi. Donc on essaye de faire au plus juste, au mieux, quoi. Au mieux, au plus juste. Là, vous êtes comme nos auditeurs qui disent non à 80%. D'ailleurs, vous n'hésitez pas tous à continuer à voter. Fred, on va revenir sur ces questions tout au long de l'émission. Merci d'être avec nous. Oui. Voilà. On se lâche pas. On se lâche pas. Voilà. Et puis, vous n'oubliez pas, effectivement, 17h30 le grand débat, 18h30 le coup de projecteur. Et puis tout de suite, on commence avec la première partie du tour de table des vraies voix. C'est parti. Bonjour les enfants. Vas-y, de quoi tu veux qu'on parle? Comme je ne connais rien au sujet, je pourrais être tenté d'en parler abondamment. T'as quelque chose à dire? Je suis Darmanin. Je ne suis pas très éloigné de Gérald. Ah bon? Oui. Le tour de table. De l'actualité. Le principe du tour de table, chacun ou chacune de nos vraies voix, parce que c'est une vraie voix, choisit un thème, le porte, et puis nous en débattons sur un petit temps. Donc faut être punchy, efficace. Allez, nous allons commencer par Jérémy Stubbs. La Tunisie et les migrants. Alors
Alors nous en avons déjà un petit peu parlé, mais c'est vrai, pas beaucoup et surtout, j'ai l'impression, pas assez. Explication, Jérémy Stubbs. Oh oui, c'est compliqué. Nous avons appris que Big Flo, Oli et Gims, que je connaissais très mal, je dois l'admettre, ont annulé leur concert en Tunisie pour protester contre le sort réservé à certains migrants que le gouvernement repousserait vers la frontière libyenne ou contiendrait à la frontière. Et maintenant, le Parti socialiste a condamné le gouvernement tunisien aussi. Mais c'est une situation compliquée. Certes, on peut avoir des réserves énormes quant à l'état de la démocratie en Tunisie en ce moment. Mais il arrive toujours un moment où il faut discuter avec le diable. Et à la mi-juillet, l'Union européenne a conclu un accord avec la Tunisie. Un accord assez compliqué, mais pour simplifier, l'Europe va soutenir l'économie de la Tunisie qui est au bord de la faillite, et en échange, la Tunisie doit décourager les migrants de traverser la Méditerranée. Donc on paye la Tunisie pour justement contenir les migrants. Et là, ils font tout le là-bas. contraire, d'une certaine manière. Ben oui, parce qu'il est très difficile de contenir des gens. Mais il est vrai que la Tunisie était au bord de la faillite, et même en les meilleurs temps, l'économie tunisienne est la 114e du monde. Faisons une comparaison avec la 5e économie, qui est bien sûr celle outre-Manche, celle du Royaume-Uni. Le Royaume-Uni dépense chaque année 4 milliards d'euros sur l'accueil des demandeurs d'asile. 4 milliards. Là, ça serait une somme faramineuse pour un pays au bord de la faillite. Et sur ces 4 milliards, il y a presque 10 millions d'euros qui sont dépensés chaque jour, rien que pour payer les chambres d'hôtel où on accueille les migrants. Donc vous dites, évidemment, pour la Tunisie, c'est ingérable, même avec l'accord signé avec l'Union européenne. Ça va être très, très, très difficile. Je dirais que dans cette crise, il n'y a pas de solution. Il n'y a que des moyens de la mitiger un peu. Voilà le message pessimiste du soir. Bon, alors, réaction autour de la table. Raphaël, Rémi Leleu. C'est vrai que malheureusement, on a du mal à imaginer quelle serait la solution par rapport à ce que certains appellent une crise migratoire, mais qui est surtout une crise humanitaire. Et malgré toutes les difficultés économiques de l'État tunisien, là, ce qu'on voit en ce moment est absolument indigne, et c'est en dehors de toute humanité, puisque ce qu'a fait l'État tunisien, c'est prendre des migrants, des femmes, des enfants, des hommes, et les déposer dans une zone désertique à la frontière de la Libye, sans eau, sans nourriture. Là, on est au-delà de la question de la gestion migratoire, on est véritablement dans le crime et dans l'absence de reconnaissance de la dignité humaine. Donc j'espère qu'il y aura une réaction internationale, une réaction de solidarité et d'aide à ces migrants et migrantes. Jean-Marc Governatori, donc quand la mauvaise gestion devient un crime, finalement, là c'est un crime humanitaire. C'est clair, le problème c'est que différents pays et différentes organisations ont pris tellement de mauvaises décisions que quelquefois on arrive à des impasses. En l'occurrence, effectivement, c'est vraiment l'humanité qui doit prendre le dessus sur ces difficultés. Mais il faut vraiment travailler en amont pour faire en sorte que ces personnes soient bien chez elles et qu'elles n'aient pas envie d'aller dans tel ou tel pays. Parce qu'effectivement, et elles-mêmes d'ailleurs, seraient mieux chez elles quand elles le font sur la contrainte. C'est une migration subsaharienne, hein, on peut le rappeler, qui est au cœur de l'actualité aujourd'hui, notamment avec le Niger, mais le Mali aussi. Voilà. Tout à fait. Donc il y a vraiment un travail en amont à faire pour que ces personnes soient bien chez elles. Et par exemple, il faut cesser de tuer les agricultures locale en Afrique, qui implique souvent de fait les migrations. La famine, quoi. Merci beaucoup pour ce tour de table, et vous, merci d'avoir choisi Sud Radio. Vous allez retrouver Félix Mathieu et ses 3 mots dans l'actu, ça vient tout de suite. Puis à 17h30, on vous rappelle notre grand débat. On le sait, c'est en plus samedi noir, demain sur la route. Les Français doivent-ils faire la trêve des mouvements sociaux? Ah bah non, c'était pas ça, mais c'était pas grave. Non, ça c'est à 18h30. Ça c'est sur 18h30. Mais tout est bien. Mais j'étais sûre de moi. Mais c'est sûr que les auditeurs seront là et à 17h30 et à 18h30. Et donc à 17h30, on le sait, il y a une grève des transports qui va avoir lieu. Ça a été annoncé pendant la Coupe du Monde de rugby. Est-ce que les Français doivent faire la trêve des mouvements sociaux pendant les grands événements internationaux? On vous pose les deux questions, évidemment, sur Twitter. À tout de suite. C'était bien de dire les deux aussi. Les vraies voix de l'été Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair.
Vous qui avez choisi Sud Radio, vous avez bien raison. Merci de nous avoir choisis. On est ravis d'être avec vous. N'hésitez pas à appeler au 0826 300 300 si vous voulez échanger avec nos vraies voix et à ce qu'elles vont nous raconter aujourd'hui. D'ailleurs, on va vous les rappeler, les vraies voix. Oui, les vraies voix ce soir. Encore un plateau exceptionnel. Jean-Marc Governatori, Jérémy Stubbs et puis pour sa première, Raphaël Rémy Leleu. Ils sont avec nous, ils devisent et puis on vous souhaite bon courage parce que en ce jour vendredi tendu, il y a des embouteillages. Ah oui, ça. Et, voilà. Et puis ça annonce samedi noir demain, on vous le rappelle. Hein, faites attention aussi si vous partez en vacances. On va vous détendre. Il y a Félix Mathieu, il est super pour ça, paraît-il. Allez, c'est parti pour les 3 mots dans l'actu. Les vraies voix Sud Radio. Vos mots du jour, Félix Mathieu, arrêt, océan et nanisme. Des arrêts maladie retoqués chez les policiers. Le préfet de police de Paris dénonce leur augmentation importante et inhabituelle suite au mouvement de colère contre l'incarcération de l'agent marseillais auteur du tir sur le jeune Eddy à Marseille. Les océans battent un nouveau record mondial de température en surface, 20,96 degrés selon l'Observatoire européen Copernicus. Le précédent record datait de 2016, 20,95 degrés. Et puis il était interdit en Espagne au nom de la dignité humaine, un spectacle de nains torero autorisé en France. Débat juridique complexe puisque les nains en question étaient d'accord et volontaires pour se mettre en scène. Les vraies voix Sud Radio. Ils n'ont pas le droit de faire grève, mais ils s'étaient mis en service minimum suite à l'incarcération de leur collègue marseillais, auteur du tir de LBD sur le jeune Eddy. Des policiers en arrêt maladie, d'autres avaient dégainé le code 562. Ils n'accomplissaient que les tâches urgentes et essentielles. Grève du zèle. Sauf que voilà, dans une note interne, le préfet de police de Paris indique aujourd'hui qu'il va refuser certains arrêts maladie. La hausse importante et inhabituelle de ces arrêts porte atteinte à la continuité du service public de la sécurité, écrit Laurent Nunez. En tout cas, la semaine dernière, Bruno Bartosetti, le responsable du syndicat de police Alliance pour la région Sud, s'agaçait dans les vraies voix sur Sud Radio de ce chiffre qui tournait d'1 millier d'arrêts maladie dans les Bouches-du-Rhône. Personne ne peut vous dire combien il y a d'arrêts maladie. Je ne sais pas sur quoi vous appuyez pour dire qu'il y a 1000 arrêts. Nous ne sommes pas derrière les arrêts maladie. Nous, notre mot d'ordre, c'est le 562. C'est-à-dire qu'on ne travaillera plus sur initiative. En revanche, on va continuer à répondre aux services publics, aux appels au secours, aux victimes qui ont besoin de nous. À partir du moment où on considère que les refus d'obtempérer, c'est le policier qui a envie de tuer, nous allons éviter les contrôles routiers. Nous allons éviter d'aller dans les endroits sensibles puisqu'on nous taxe de contrôle aux faciès. Bien, tout ceci va répondre à cette minorité quand même de Français qui s'élèvent contre le travail de la justice, et les mêmes, je peux vous garantir les mêmes, maintenant nous chargent en disant « Ah oui, mais vous comprenez, les policiers ne sont plus présents pour répondre aux services publics ». Alors concrètement, les agents concernés pourront avoir des retenues sur salaire pour les jours d'absence concernés. Pas de chiffres précis, mais pour avoir un ordre d'idée, il y a eu 40% d'arrêts maladie en plus lundi de la semaine dernière que le lundi suivant. Toute cessation concertée du service ou tout acte collectif d'indiscipline caractérisé peut être sanctionné, ajoute Laurent Nunez. Le préfet de police de Paris ajoute que les fonctionnaires concernés par ces refus auront toutefois la possibilité d'établir la réalité du motif médical ayant justifié leur absence. Deuxième mot, les océans viennent de battre un nouveau record mondial de température, Félix. 20,96 degrés en surface selon les données de l'Observatoire européen Copernicus. Le précédent record était de 20,95 en mars 2016. Ces données concernent les océans entre les 60e parallèles nord et sud, c'est-à-dire les océans en dehors des régions polaires, les océans qui absorbent 90% de l'excès de chaleur du système terrestre provoqué par l'activité humaine. Une réalité qui a bien du mal à s'imposer dans les esprits, déplore Patrick Marlière, météorologue et directeur d'Agathe Météo. On a beau le dire et le répéter à corps et à cri, ça ne bouge pas. Il faudrait être encore de façon plus importante, réagir pour essayer de revenir vers un climat plus normal. Mais ça va prendre du temps, on le sait. Ne serait-ce que revégétaliser les villes, c'est un objectif important. Mais pour y arriver, on sait que ça se fait à grand coût d'argent et ce ne sont que les politiques qui maîtrisent ces dépenses au niveau national qui peuvent y arriver progressivement. Pour l'instant, il faudrait revégétaliser pratiquement 80% du territoire urbain. On en fait 1% par an. C'est pas gagné, pour y arriver rapidement. Mais c'est vrai que dès qu'on annonce, comme là, on vient d'annoncer qu'il va aller faire chaud dans la deuxième quinzaine du mois d'août, les commentaires sur les réseaux sociaux, les gens vont nous dire, oui, c'est l'été, Donc, on est habitué à recevoir ce genre de commentaires. Patrick Marlière d'Agathe Météo, au micro de Thierry Stenner tout à l'heure sur Sud Radio. La semaine dernière, c'est l'Atlantique Nord qui avait battu son record moyen de 24,9 degrés à la surface. Idem quelques jours plus tôt pour la Méditerranée, avec 28,71 degrés pour ce qu'est la Méditerranée. Ça inspire nos vraies voix, Judith.
Raphaël, c'est bien quand le micro est ouvert. Raphaël Rémy-Leleu. Oui, je sais pas pourquoi il était fermé, votre micro. Parce que j'ai toussé et je voulais pas faire mal aux oreilles de mes auditeurs. Bon, les océans. Voilà. Raphaël Rémy-Leleu, je sais pas si vous avez vu le film Don't Look Up, c'est ce film qui est sorti il y a quelques temps avec Leonardo DiCaprio, où en fait il y a une comète qui arrive droit sur la Terre et où finalement tout le monde continuait à s'amuser sur les réseaux et à remettre en question l'arrivée de cette comète alors que finalement ils finissent tous par exploser. C'est un peu à ça que ça fait penser, c'est-à-dire que quand on entend que 80% du territoire urbain devrait être reverduré, végétalisé, merci, alors qu'il y en a qu'1% qui est fait par an, on se dit que finalement on va droit dans le mur et que c'est compliqué de voir l'issue, quoi. C'est très compliqué et c'est bien pire que la comète parce que la comète, c'est exogène d'une certaine manière, on n'y peut rien. Alors que là, on fonce dans un mur qu'on est nous-mêmes en train de bâtir. Et quand les écologistes disent attention, là par exemple, il faut réduire la consommation de viande, ou attention, il faut végétaliser, attention, il faut réduire la place de la voiture en ville, c'est extrêmement difficile. On en prend plein la figure, si vous me permettez, et c'est compliqué vraiment d'expliquer aux gens que on n'a pas envie d'affronter cette vérité. On se dit c'est trop dur, c'est trop triste, ça implique trop de changements dans notre quotidien et il faut un courage politique énorme pour réussir à faire ça, mais nous n'avons pas le choix. Et ce qui est très intéressant dans ce que vous avez raconté, c'est cette difficulté supplémentaire à laquelle on a été confronté cet été, c'est le paradoxe de l'habitude. Finalement, cet été, les gens sont mis à remettre en cause le réchauffement climatique parce qu'après 2, 3, 4 étés de canicule, on s'est dit, non, il n'y a pas de canicule aujourd'hui à Paris ou dans le nord de la France. C'est que finalement, on nous a raconté des foutaises. Météo et climat, c'est très différent. On le voit bien sur cet été qui est le plus chaud que la Terre ait connu. Et ça nous pousse à agir d'autant plus fort. Alors, sur les océans, Jérémy Stubbs, il y a aussi le fait, j'ai l'impression, moi, que l'océan, ça devient une vaste déchetterie où tout le monde jette tout et n'importe quoi aussi. Ça, c'est affolant. Oui, mais depuis longtemps. Et il y a eu déjà de grandes campagnes, notamment outre-Manche, pour essayer de récupérer tout le plastique qui se trouve dans l'océan. Il y a un continent quand même. Voilà. Justement, le plastique, on le savait depuis longtemps, le plastique était irrécupérable. Et d'ailleurs, on peut se demander si on utilise moins de plastique aujourd'hui. Je ne le crois pas tout à fait, même si on a réduit les sacs plastiques. Ma conscience est très tranquille parce que j'ai un sac en papier pour faire les courses. Bravo Jérémy. En tout cas, on en profite. Message, s'il vous plaît, vous êtes au bord de l'eau, vous êtes en vacances, les sacs plastiques, vous les gardez pour vous, vous les mettez dans les poubelles, mais pas dans l'eau. Et vous pouvez les réutiliser. Ou vous les réutilisez. Au 0826 300 300 si vous voulez réagir. Jean-Marc Governatori, finalement, l'humanité est-ce qu'on peut dire qu'elle court à sa perte, que ça soit justement sur ce réchauffement des océans ou sur cette prise de conscience qui tarde à arriver? Si on ne modifie pas le logiciel, effectivement, on est mal barré. Ce qu'il faudrait, ce sont des gouvernements écologistes que nous n'avons pas. Et Jérémy parlait du plastique, effectivement, il y a un 6e continent qui fait 1 600 000 km², l'équivalent de l'Espagne, l'Allemagne et la France, qui n'est que du plastique et qui symbolise nos égarements et nos errements. Et enfin, en matière d'océan, je voulais préciser qu'il existe un courant sous-marin qui s'appelle le Gulf Stream, qui, s'il était détourné à cause de la fonte des glaciers qui ont lieu chaque jour, on pourrait assister incroyablement à une glaciation de l'Europe en plein réchauffement climatique. Parce que c'est la norme du Gulf Stream qui fait que le climat évolue mal, mais pas si mal que ça, bien que ça aille mal, parce qu'en matière de glaciation, c'est le Gulf Stream qui décide ce qui va se passer. Et on pourrait se retrouver, comme il y avait 1000 ans, une Europe couverte de glace. Eh ben dis donc. Allez, on passe au 3e mot, Félix Mathieu. Un spectacle de nains torero interdit en Espagne est autorisé en France. Oui, ça va nous ramener à des vieux débats juridiques à Morsan-sur-Orge en 1995, quand le Conseil d'État considérait qu'un maire pouvait interdire un spectacle de lancer de nains au nom de la dignité de la personne humaine, quand bien même le nain en question était volontaire. Oyez sans rire ni pleurer, braves engeances, l'histoire de Gaspard le nain qui voulait bien qu'on le lance. Oyez sans rire ni pleurer, braves gens, l'histoire de Gaspard le plus grand des nains volants.
riche à millions, le myrmidon dut pourtant un jour se voir enseigner le précepte de loi qui dit qu'il est interdit de donner son corps tel un objet et d'en tirer son gagne-pain, et que lancer le nain était outrage à l'être humain. Cette fois donc, une troupe espagnole de nains toreros a présenté hier soir un spectacle comico-taurin sans violence sur l'animal, pas comme ce que chantait Alexias HK dans cette chanson. Sauf que ce type de représentation est interdit depuis fin avril en Espagne. Selon le Parlement espagnol, ces spectacles présentent des personnes atteintes d'infirmité pour susciter la moquerie, le ridicule ou la dérision du public. Mais dans le village de Tétieux dans les Landes, la représentation a fait le plein dans les arènes de 650 places. Les toreros comico et même débat que pour le lancer de nains à l'époque en 95, les premiers concernés sont furieux qu'on veuille interdire leur spectacle alors qu'ils sont d'accord. Les privés de leur travail, c'est ça la discrimination, plaide d'ailleurs le mandataire de la troupe en France. Ça a même été évoqué pour l'émission Fort Boyard d'ailleurs, où les acteurs qui sont de petite taille et qui sont à l'antenne ont dit j'espère qu'on ne va pas nous priver de notre travail. C'est un vaste débat, débat. Merci Félix Mathieu. Et vous restez avec nos chers auditeurs, 0826 300 300, vous appelez, vous réagissez, on est là, on est avec les vraies voix, et puis ça va venir justement. On s'approche, le grand débat dans un instant. Le grand débat du jour. Allez, à tout de suite. Les vraies voix de l'été Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Jusqu'à présent, tout ce qui a été dit était, on va dire, pesé, calmement évoqué. Maintenant, il se peut que les passions se déchaînent, puisque nous entrons dans notre grand débat. Et en plus, nos débatteurs, ce soir, sont connus pour avoir leur point de vue et le défendre. Jean-Marc Governatori, co-président de l'écologie au centre et élu écologiste niçois. Jérémy Stubbs, directeur, j'essaye l'accent, mais j'y arriverai un jour, directeur adjoint de la rédaction de Causeur, il est britannique. Et puis, Raphaël Rémy Leleu, conseillère de Paris Europe Écologie Les Verts et militante féministe. Vous êtes prêts? Nous y allons. C'est le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Nous allons en effet dès septembre accueillir la Coupe du Monde de rugby et nous rentrerons dans la phase finale de la préparation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Un trafic perturbé, des transports à l'arrêt en plein Jeux Olympiques, un scénario que veut éviter le gouvernement mais une menace qui gronde. Paris 2024 n'aura pas lieu. Pour prévenir tout blocage de train, la SNCF a entamé des discussions avec 4 syndicats. Dans quelques jours, la RATP recevra à son tour les syndicats pour anticiper toute paralysie dans les bus, RER et métro. Bon, en attendant, je bouffe une frite et puis je vais rentrer chez moi. La RATP, par le biais de son deuxième syndicat Force Ouvrière, a annoncé cette semaine déposer un préavis de grève sur toute la période de la compétition de rugby, la Coupe du Monde, du 8 septembre au 28 octobre 2023. Alors, selon Jean Castex, désormais patron, vous le savez, de la RATP, c'est pas le seul préavis. Celui-ci concerne les salariés en guichet de vente et dans les stations qui vont devoir accueillir en première ligne l'afflux de voyageurs. Il intervient alors que la RATP a signé ce samedi son partenariat avec le comité d'organisation de l'événement avec un protocole d'accord que les organisations syndicales doivent signer. Pas de quoi inquiéter l'ancien homme politique qui valorise une expérience forte dans le domaine, pas différente selon lui du tournoi Destination en termes de jauge. Ce qui nous en amène à la question qu'on vous pose sur Twitter. Les Français doivent-ils faire la trêve des mouvements sociaux pendant ces grands événements internationaux? Eh bien, chers auditeurs, vous nous dites est la non tendance sur le à compte 84%. Ah oui, Ouais. 84% décidément, Voilà. C'est une confirmation. Alors d'ailleurs, écoutez, Emmanuel Macron semble conscient de la difficulté à mobiliser l'ensemble du pays derrière l'organisation de la Coupe du Monde, mais aussi des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Il l'a d'ailleurs rappelé à ses ministres avant leur départ en vacances. La nation française, nation sportive, va rentrer dans une ère où il faut projeter le pays, qui est d'ailleurs un moment toujours de joie, de fierté et d'organisation collective. Ces événements qui vont scander de septembre à juillet 2024 la vie de la nation, c'est une manière aussi de projeter le pays vers une fierté inédite. Mais nous devons être exemplaires, mais en même temps donner cette fierté, cet espoir au pays. Et on reçoit Cyril Manac, secrétaire général adjoint de FO RATP. Bonjour. Bonjour Cyril. Bonjour. Bienvenue, merci de nous rejoindre. Alors Cyril, je vais commencer par vous poser une question à vous. Justement, cette Coupe du Monde de rugby qui devrait être un moment de joie, justement, un moment fort économiquement aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un énorme apport économique à nos commerçants et à nos petits commerces même. Est-ce que finalement, c'est pas quand même... alors, on entend que la grève doit être faite à un moment visible, mais pourquoi pendant toute la Coupe du Monde ? Pendant toute la Coupe du Monde, parce qu'en fait, ce qui nous motive, nous,
à faire grève, c'est un échec du dialogue social. C'est-à-dire qu'en fait, depuis des années et des années maintenant, on a des salariés qui sont dans un mal-être total parce qu'on souffre d'un manque d'effectifs absolument pharaonique qui ne nous permettent plus de pouvoir assurer nos missions à la hauteur de ce qu'on les attend, notamment par rapport aux exigences d'Île-de-France Mobilité. Et on a des salariés qui, n'ayant pas les moyens techniques et humains d'assurer leur mission, sont sanctionnés par Île-de-France Mobilité et par les RATP lorsqu'ils n'arrivent pas à atteindre les objectifs qu'on leur impose. Donc il y a déjà cette problématique qui est liée aux effectifs et qui gangrène la vie de l'agent RATP au quotidien parce que ça désorganise le travail, parce que ça ne permet pas de pouvoir aboutir à des missions que nous confie. On a des problèmes d'insécurité parce qu'effectivement, malheureusement, on a perdu la maîtrise de notre territoire il y a déjà fort longtemps. Et aujourd'hui, on va aborder un événement mondial où on va avoir un afflux de voyageurs qui va être substantiel. On parle de plusieurs centaines de milliers de voyageurs chaque jour. Donc bien évidemment, on nous explique que ce sont uniquement que des supporters de rugby et qui vont donc essentiellement être visibles aux alentours du Stade de France, sauf qu'en réalité, toutes ces personnes-là vont pas manger, dormir et vivre dans le Stade de France. Elles vont graviter à travers nos réseaux. Bon. On comprend bien, Cyril Mana, que ce n'est pas si simple et donc beaucoup de pression. Restez bien avec nous, on va échanger justement avec les vraies voix autour de la table. Raphaël, Rémi Leleu, on a l'impression qu'en France, c'est quand même souvent le cas, on arrive à avoir un dialogue social que sous une immense pression, y compris quand il y a ce genre d'événement qui arrive. Oui, c'est ce qu'on appelle le rapport de force et il y a quand même une responsabilité qui est celle des dirigeants de la RATP et du gouvernement dans le fait de refuser le dialogue social dans d'autres moments. Parce que finalement, ce que nous raconte ce syndicaliste de FO et ce que nous racontent les syndicats depuis longtemps, c'est la même chose. C'est des problèmes de qualité de service, de qualité de vie au travail, de pression qui augmente sur les salariés. Et là, en plus de tout, on leur met un événementiel gigantesque qui va s'enchaîner avec la Coupe du Monde de rugby, puis les Jeux Olympiques et Paralympiques. Elle et ils n'ont pas le choix. Elle et ils, on leur dit, vous allez devoir travailler plus, vous allez être mis sous une pression, vous allez être scruté véritablement par l'ensemble du monde. Et je comprends tout à fait cet exercice à la fois du droit de grève, mais aussi d'une stratégie de négociation dont j'espère pour elle et pour eux qu'elle sera fructueuse. Jeremy Stubbs, justement, par rapport aux problèmes d'insécurité aussi auxquels sont confrontés nos conducteurs de train, etc., est-ce que vous ne pensez pas que finalement ce qui va être mis en place pour accueillir tous ces voyageurs internationaux sera suffisant pour leur sécurité? Mais en fait, d'après ce que j'ai pu comprendre, il y a deux questions ici. Il y a la question de ce qui se passe pendant la Coupe du Monde, il y a la question des conditions générales de travail, surtout de ces agents d'accueil, si j'ai bien compris. Ce sont les agents d'accueil, en l'occurrence, sur ce point-là. Oui. Et ce n'est pas la même chose pour les conducteurs de tram et de trains aussi, si j'ai bien compris. Et il y a aussi une revendication parce qu'il y a eu certains avantages obtenus, notamment pour ceux qui travaillent sur les RER et les trains et pas pour le métro. Voilà, donc on a une sorte de blubbi-boulga de questions ensemble. Moi, je pense que s'il s'agit des questions des conditions générales, la grève devrait avoir lieu en dehors de ce moment. Mais d'après ce que j'ai compris, en France, le gouvernement n'a pas le droit d'interdire cette grève pendant. Donc, on ne peut que dire, s'il vous plaît, ne faites pas grève maintenant, mais on ne peut rien faire autrement. Jean-Marc Governatori. Je ne suis pas du tout d'accord avec ce projet de grève. Je rappelle qu'on est tous d'accord pour le bien commun, que le bien commun repose entre autres sur l'état de droit. Il se trouve que le pouvoir élu, en son temps, a prévu ces grands événements sportifs et que par conséquent, ils sont là, il faut les assumer. Et en fait, quand vous connaissez la situation du personnel travaillant et qui prévoit donc de faire grève, on ne peut pas dire quand même que c'est un travail hyper compliqué, dans le sens que je rappelle qu'ils travaillent le tiers du temps de veille. Donc quand vous 35 heures par semaine, même si vous ajoutez le temps de transport, ça représente un travail le tiers du temps de veille. Donc les 2 tiers du temps de veille, ces personnes ne travaillent pas. Je veux rappeler aussi que au moins 90% des gens
qui habitent sur la Terre voudraient la qualité de vie des gens de notre pays. Donc, à un moment donné, le plus bel homme du monde ne peut donner que ce qu'il a. Et notre pays fait pour le mieux. Quand on voit que la dépense sociale est la plus élevée du monde en nombre de milliards, d'une part, 800 milliards, et en pourcentage du PIB, 30% du PIB, je pense qu'on fait ce qu'on peut et qu'on ne peut pas tout faire pour tout le monde. Cyril Manac, réaction ? Je suis juste abasourdi par ce que j'entends. Je pense que le truc ça m'étonne. La parole, peut-être échanger. C'est très partagé autour de la table. Allez-y, oui. Et effectivement, après, on pourra effectivement se compter et puis voir. Après, les histoires de tiers-temps, j'ai pas vraiment tout à fait compris ce qu'il en était. Par contre, les conditions de travail de l'agent RATP, on peut pas les synthétiser dans la mesure où on a à peu près une trentaine de catégories socio-professionnelles avec des traitements qui sont différents, et ce qui veut dire que d'un personnel à un autre, on n'a pas les mêmes conditions de travail. Donc en ce qui concerne les conditions de travail des gens que je représente, c'est-à-dire les gens de station, les agents de gare, donc ce sont des gens qui travaillent 5 jours et qui ont, ils ont un week-end toutes les 5 semaines, sont des gens qui commencent le matin à 5 heures, sont des gens qui ferment le métro et qui finissent à 2 heures du matin, sont des gens qui rentrent dans l'entreprise à un salaire de 1350 € net par mois. Ce sont des gens qui sont confrontés à l'insécurité, qui sont confrontés à la violence, qui sont confrontés à un environnement qui est plutôt insalubre. Donc je ne sais pas dans quoi, enfin je ne sais pas ce que notre interlocuteur a voulu exprimer en matière de conditions de travail. Et c'est enviable par le reste de la planète. Mais j'invite le reste de la planète à venir travailler à l'RATP puisque les conditions de travail sont tellement mirifiques. Sauf que le constat c'est qu'il nous manque plusieurs centaines de salariés parce que personne ne veut rentrer dans l'entreprise. Et pire, toutes les dernières générations s'en vont d'entreprise puisque manifestement, l'herbe est plus verte ailleurs. Donc, si on en croit ce qui se passe chez nous, manifestement, les conditions de travail ne sont pas aussi extraordinaires qu'on voudrait le décrire. Enfin, en tout cas, pour des gens qui ne connaissent strictement pas notre environnement. Raphaël Rémy-Leleu, est-ce que le problème, donc, c'est aussi la différence de traitement entre les salariés et puis le manque de salariés, tout simplement, à la RATP ? Bien sûr, il y a des problématiques de manque de salariés à la RATP, des problèmes de salaire et sur les conditions de travail. Cyril Manac est revenu dessus et je pense qu'il faut aussi écouter ce que disent les syndicats dans les entreprises, dans les secteurs, qui sont ceux qui connaissent le mieux les conditions de travail sur place. Pour en revenir néanmoins à 2 points qui ont été soulevés et qui pour moi sont très problématiques. Revenir sur le fait qu'un temps de permanence ou un temps de veille soit un temps de travail, c'est un acquis social majeur. Heureusement que les gens sont encadrés, sont protégés par le droit du travail et par leur contrat lorsqu'ils sont en temps de veille ou en temps de permanence, parce que à ce moment-là, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, vous pouvez être appelé. Et c'est un régime qui est extrêmement difficile. Il est difficile parce que ça n'est pas tout à fait un droit au repos, parce que c'est une veille aussi psychologique, qui est difficile en termes d'organisation personnelle ou familiale. C'est quelque chose qui est connu par les forces de sécurité, par les gens qui travaillent dans le secteur des transports, et c'est quelque chose de difficile. Heureusement que c'est encadré par le droit du travail. Et simplement, vous avez évoqué quelque chose qui pour moi est extrêmement problématique. Vous avez dit, cette grève, elle ne doit pas avoir lieu parce que nous sommes dans un état de droit. Absolument. Et l'état de droit, notre état de droit, reconnaît le droit à la grève. C'est un droit, un principe constitutionnel, et les syndicalistes ont le droit d'annoncer une grève, ont le droit de déposer ce préavis. Donc voilà, merci de revenir, parce que ce que vous avez dit est plutôt le contraire. Ouais. Donc j'espère que cette grève... Échange. Alors, Jean-Marc Governatori, on va écoutera la bande. Jean-Marc Governatori répond à Raphaël Rémy-Leleu. Dans une semaine, il y a 168 heures. Un être humain, comme une personne de la RATP, dort 50 heures. Donc il reste 118 heures. Bien, quand on travaille 35 heures ou 37 heures par semaine, sur les 118 heures qu'il reste de temps de veille, ça veut bien dire mathématiquement qu'on travaille le tiers du temps de veille et qu'on ne travaille pas les 2 tiers du temps de veille. C'est tout simple. 168 moins 50 heures d'heure du sommeil, il vous reste 118 heures, Raphaël. Et par ailleurs, donc il faut comparer aux situations en général. Il faut arrêter d'être égoïste et rester bloqué sur notre pays. Donc je comprends que la situation n'est sans doute pas idyllique pour les agents de la RATP, mais il y a des situations beaucoup plus graves. Et du coup, on va arrêter la conquête des droits sociaux parce qu'il y a des gens qui sont plus malheureux et plus maltraités ailleurs. Accroître la conquête des droits sociaux, c'est les tuer, les droits sociaux. Parce qu'à un moment donné, on ne pourra plus tenir. Raphaël Rémy-Leleu, quand même, puisqu'on parle de la conquête aussi des gens qui ne sont pas forcément dans des situations sociales toujours très agréables. Quid des petits commerçants qui vont souffrir et de toute l'économie autour qui va souffrir justement parce qu'il y a une grève au moment de cette Coupe du Monde de rugby? Déjà, la grève n'a pas encore lieu. Il y a un préavis qui est déposé et j'espère qu'il y aura une négociation et j'espère qu'il y aura des conquêtes qui permettront de ne pas avoir cette grève. Je pense que, de manière générale, dans ce pays, par exemple, tout le monde le dit, les dernières études d'opinion le prouvent encore, il y a un problème de salaire.
il y a un problème d'économie, il y a un problème d'inflation et profondément, il y a un problème de salaire. Si cette grève, si les mouvements sociaux permettent notamment d'augmenter les salaires, je crois que les petits commerçants en seront tout à fait ravis. Et sur la préparation des grands événements qu'on va connaître dans l'année à venir, il va y avoir aussi des petits commerces qui vont être impactés négativement par ces événements. Donc ce bilan-là... Comment négativement ? Mais notamment avec des zones qui vont être fermées au commerce pour des questions de sécurité, par exemple. Tout ça, on a... très peu, ça, franchement, très honnêtement, parce que en plus... Alors, messieurs, je ne sais pas si vous avez travaillé autant que moi sur le plan de sécurisation de Paris pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques, mais je peux vous assurer qu'il va y avoir des impacts en termes de sécurisation qui vont être importants, notamment pour la cérémonie d'ouverture qui va avoir lieu sur la Seine. Oui, c'est un jour, ça, une journée. Ça va avoir des impacts bien plus qu'une seule journée. Oui, mais les gens qui viennent assister à la cérémonie d'ouverture, ils restent en général deux semaines qui suivent. Oui, donc mais moi après, je vous dis que ça va avoir des impacts, notamment sur le quartier, notamment sur Paris-Centre, dont je suis élu pendant bien plus d'une semaine. Sur une journée, mais après, du coup, l'activité reprend. Non, je viens de vous dire que ça aurait des impacts. Si. Mais écoutez, on verra le plan de sécurisation quand il sera publié, et j'espère qu'on aura des éléments publiés très rapidement, parce qu'il va y avoir des impacts sur bien plus d'une journée. Donc pour préparer ça sereinement, que ça soit pour les commerces, les riverains, les riveraines et celles et ceux qui voudront assister à ces événements, on a besoin d'une très grande transparence sur cette organisation. Jérémy Stubbs, alors c'est aussi le Britannique à qui nous posons la question. Est-ce que en Grande-Bretagne, il y a ce regard sur les Français qui dirait que dès qu'il y a un événement, finalement, il y a un petit côté insécure parce qu'on ne sait pas si les transports vont fonctionner, ceci, cela? Les Britanniques ne peuvent plus jeter la pierre parce que le nombre de grèves cette année dans tous les secteurs, même les plus importants... À cause de l'inflation notamment. À cause de l'inflation. Mais on peut toujours se demander quel est l'objectif d'une grève. Est-ce que c'est d'exprimer son désaccord? Est-ce que c'est pour attirer l'autre à la table de négociation? Ou est-ce que c'est pour le chantage? Le problème, c'est que quand une grève a lieu à un tel moment, un moment tellement crucial pour le pays, ça a l'air d'être du chantage, quelles que soient les bonnes ou mauvaises intentions que des personnes qui la font. Donc moi je veux dire, on ne peut pas empêcher les gens de faire grève dans ces circonstances, mais on peut juste dire peut-être plutôt à un autre moment. Tiens, peut-être une trêve. Allez, 0826 300 300, vous réagissez, vous commentez. Sud Radio, c'est votre radio, vous le savez. On est avec Fred qui nous appelle de Nîmes, toujours. Bonsoir. Oui. Voilà. Alors Fred, justement, est-ce que vous pensez que c'est plus important de faire grève pour un peu taper du poing sur la table, ou est-ce que vous pensez que c'est plus important aussi de valoriser notre image à l'international pour tous ces touristes qui vont venir du monde entier pendant cette Coupe du Monde? Pour moi, il n'y a pas de plus important. Que valoriser l'image? Non, c'est avec intelligence. Il faut regarder un peu ce qui se passe avec intelligence. Il y a des gens qui n'ont pas à manger, qui subissent en fait leur travail. Aujourd'hui, on a de plus en plus de mal à recruter des personnes dans tous les secteurs qu'il y a, parce que le travail perd son sens. Et aujourd'hui, j'entends autour de la table qu'en fait, il y a des histoires de on ne devrait pas machin, soi-disant, parce qu'on est le meilleur pays du monde. Et vous avez vu les commissions, dire on a du 49.3 à tout va, on n'est pas écouté. Et le seul moment où on peut se faire entendre, c'est lors d'événements sportifs ou d'événements importants, ou soi-disant l'image du pays, que pour ma part, je n'ai rien à faire. Toujours pareil, quand il y a des gens qui ont faim et qui n'y arrivent pas qui vivent et qui survivent, ils ne vivent pas. Donc moi, honnêtement, je n'ai rien à faire du rugby. J'ai pourtant joué au rugby, j'ai pourtant joué à des sports différents, mais j'en ai rien à faire à partir du moment où il y a des compatriotes ou des gens qui ont faim. On a Merci, tout Fred. Les restos du cœur, ça a explosé. Voilà, les chiffres sont là. Et votre personne là, autour de la table, je me demande si elle a un cœur au final. Jean-Marc Vernotori, je ne vais pas vous demander si vous avez un cœur, mais qu'est-ce que vous en pensez justement de Fred qui nous dit j'en ai rien à faire de l'image de la France à l'international, ce qui importe c'est le droit de grève. Je pense que c'est pas prendre conscience que le tourisme représente près de 10% de PIB et qui fait travailler 2 millions de personnes, que notre image est très importante et qu'il faut effectivement préserver le social, mais pour préserver le social, il ne faut pas tirer trop sur la corde. Parce que quand la corde va se casser, la France ne pourra plus financer. Vous savez qu'aujourd'hui, notre pays emprunte 720 millions d'euros chaque jour. Qui définit la corde? Quel accord? Qui définit la corde? Qui définit ce qu'est la corde? Le fait que notre pays doit emprunter 720 millions d'euros chaque jour pour financer le social justement, 800 milliards d'euros par an, 30% du PIB, et que par conséquent, à un moment donné, la corde va casser. Et du coup, 10 millions de pauvres dans le pays, ça tire sur la corde ou pas?
Effectivement, on peut effectivement faire une autre politique et gagner de l'argent en ayant, par exemple, une meilleure politique de santé. Mais c'est un autre sujet. En l'occurrence, on ne peut pas ignorer que la politique sociale de notre pays est un modèle. Elle est énorme et remarquable. Mais effectivement, on voudrait toujours plus. Mais à un moment donné, la France ne peut plus. C'est en tout cas un sujet passionnant et passionné. Pour vous, la conclusion, cher Cyril Manac, secrétaire général adjoint de FO RATP, on est bien d'accord que la Coupe du Monde de rugby arrive très bientôt et ça sera sur Sud Radio, notamment avec des émissions quotidiennes, mais c'est maintenant un bras de fer parce que vous, au fond de vous, vous n'avez pas envie de casser l'ambiance. Vous nous le confirmez ? Alors on confirme que non seulement on n'a pas envie de casser l'ambiance, on confirme qu'on est soucieux de l'image de la France, mais surtout de l'image des Français. On est soucieux de voir cet événement sportif mondial se passer dans les meilleures conditions possibles. Il faut savoir que pour nous, cette grève, ce préavis de grève, c'est un constat d'échec. Nous sommes en négociation, en discussion depuis plus de 8 mois. 8 mois de discussions stériles où on est reçu par des directions locales qui nous expliquent qu'effectivement, ils comprennent bien nos desiderata, mais qu'ils ne peuvent pas y accéder parce que les poches sont vides. Donc, c'est à force de discuter, et ayant mis bout à bout toutes les procédures de dialogue social qu'on est arrivé à un point de blocage total et qu'on a été poussé dans le retranchement et qu'on a déposé un préavis de grève. Parce qu'on a des salariés qui n'en peuvent plus et malheureusement, pour nous, comme pour l'entreprise, comme pour Paris qui va accueillir ces centaines de milliers de supporters, c'est un constat d'échec. Un échec au dialogue social parce qu'on a une entreprise qui refuse de nous écouter. C'est très clair, Cyril Manac. On rappelle que vous êtes secrétaire général adjoint de FO RATP. Merci. Vous, auditeur de Sud Radio, on change un peu de sujet là. Allez, on a besoin de se détendre. Voilà, une petite détente. C'est vrai que c'est un débat très français aussi. C'est un débat très français. Et il faut l'assumer. Tout à fait. Bon, on va jouer dans un instant. Voilà, le quiz de l'actu arrive. Vous restez avec nous. Ne partez pas trop loin, surtout. À tout de suite. Frédéric Brindel, Judith Belair. Le quiz de l'actu qui débute. On va s'amuser. On vous rappelle les règles. Déjà, vous pouvez nous appeler pour participer. 0826 300 300. On est avec Fred qui est toujours là. Fred, vous êtes là ? Oui. Alors, Fred, vous allez choisir une de nos 3 voix. On vous les rappelle. Jean-Marc Governatori, Jérémy Stubbs et Raphaël Rémy Leleu. Oh, Raphaël Rémy. Merci, vous savez que j'avais l'impression que... Fred, vous faites des heureux parce que j'avais l'impression que ni Raphaël ni Jean-Marc n'avaient envie de se retrouver en équipe tous les deux. Je ne sais pas pourquoi. Allez savoir. Donc l'équipe... Non, mais je suis dans ta team, Fred. Voilà. Par contre, je reviens de vacances, alors je suis désolée, le quiz d'actu... Mais justement, ce quiz de l'actu, il est thématisé sur les vacances, donc ça devrait aller. Donc l'équipe A, c'est Fred et Raphaël. L'équipe B, Jean-Marc et Jérémy ensemble. Il faut rappeler les points aussi. Alors oui, donc il commence par la question facile, si j'ai bien compris. Non, il n'y a pas de question facile. Pas d'embrouille, Jean-Marc. Pas d'embrouille. Si vous répondez à votre question, évidemment, vous marquez un point. Si vous ne répondez pas, que l'autre équipe y répond, à ce moment-là, elle prend 2 points. 2 points, voilà. On envoie un générique, allez. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Allez, c'est parti. Non, on n'a pas le droit de se parler. En 1936... question pour l'équipe A. Question équipe A. Donc Raphaël et Fred. En 1936, le Front populaire met en place un système de congés payés. Ça, c'est une question qui vous plaît. Toujours. À combien de jours les employés ont alors droit ? Les premiers congés payés. Fred, vous avez une idée ? 7 jours. 7 ? Vous dites 7 jours ? Oui. Raphaël, vous dites quoi ? Non, c'est pas 7 jours. Je crois que c'est 2 semaines avant. Bravo, Raphaël. Franchement, Fred, ça va le faire. Si on peut rester en 36, c'est bien. J'ai écouté le podcast. 2 semaines, c'est combien de jours ? C'est 15. 14, pardon. 14. Qu'est-ce que je dis ? 15 ans. Point volé, à mon avis, n'est-ce pas ? En fait, à ce moment-là, il y a la semaine de congés payés supplémentaires, mais surtout, il y a réduction du temps de travail hebdomadaire. Bon, alors attention, question pour l'équipe B, donc Jean-Marc et Jérémy. En quelle année fut instaurée la 5e semaine de congés payés ? Jean-Marc et Jérémy. En quelle année ? Pas trop. C'est quand Mitterrand était président. Ouais. Alors allez-y, lancez-vous. 1982. Vous dites 82, non ? Jérémy ? J'aurais dit 74. Non. Allez, on passe à l'équipe B. Vous pouvez prendre 2 points là-dessus. Fred et Raphaël, les deux. A.
Ouais, je sais pas. Raphaël, s'il te plaît. Allez, Raphaël. Alors, Raphaël, faut y aller, là. Juste pour la tenter, 81. Eh bien, très bonne réponse. C'est un carton de Raphaël Rémy Leleu pour sa première dans cette émission. Gros doute. Mais quelle réussite. Non, mais je pense à mes profs d'histoire et à la tannée que je vais me prendre. Moi, je pense que vous êtes prête pour les Jeux paralympiques et olympiques de 2024. Hein. Ça. Il faudrait pas faire grève parce que vous avez des chances de médaille. Ça a été voté en 81, mais mis en place en 82. Mais bon. Non, voté en 81. Voté en 81. Bien sûr. Mais mis en place en 82. Équipe A. Selon une étude de Booking.com, quelle ville d'Espagne est la plus prisée des Français pour ces vacances? Pardon? Non, vous dites Madrid, Fred, ce n'est pas Madrid. Barcelone. C'est Barcelone, C'est mais pas vrai, vous êtes un collab. Mais je reviens d'Espagne, les amis. Ah là là, c'est impossible. Raphaël, dites-le à Europe Écologie Les Verts, s'ils veulent gagner une élection, vous gagnez à chaque coup, non? C'est drôle. On y pense. C'est drôle, ma blague. Attention, équipe B. Bon, là, il faut répondre, hein, messieurs, sinon ça va devenir difficile. Selon une étude de toujours Booking.com, quelle ville non européenne est la plus prisée des Français pour les vacances? Une ville non européenne. Jérémy et Jean-Marc, vous répondez. On peut donner plusieurs réponses? Une chacun. Allez, non européenne. Hein. Allez, Jérémy et Jean-Marc, faut y aller, faut se lancer, sinon vous perdez. Allez, Jean-Marc. Deux fois, Jean-Marc. Marrakech. Marrakech, Bravo. très très bonne réponse de Jean-Marc Governatori. Ça s'appelle Sauver l'honneur. Nous en sommes à 3-1. 3-1. Question A, équipe A. Quelle station balnéaire française d'Occitanie est appelée capitale européenne de l'hôtellerie de plein air? Fred, vous êtes à Nîmes. Quelle ville? Oui, quelle ville? Quelle station balnéaire? Station balnéaire? Montpellier? Non. Raphaël? Une station balnéaire, Montpellier? Cap d'Agde? Non. Chacun passe ses vacances où il veut, hein, Raphaël. Mais elle était 3e, le Cap d'Agde. Alors, messieurs, vous pouvez rattraper le coup. Alors, station... Arrêtez toutes les deux. Station balnéaire d'Occitanie. Alors, Jérémy, Jean-Marc, allez, en Occitanie. Allez-y. Hôtellerie en plein air. Hein, hôtellerie en plein air. Donc, les campings. Allez, une fois, Jean-Marc, lancez-vous. Ça va jusqu'où l'Occitanie? Une fois, 2 fois, 3 fois. Je ne saurais pas dire. Vous ne savez Je pas? tente la Grande Motte. Non, c'est Allez, Argelès-sur-Mer, située dans le département des Pyrénées-Orientales, elle a plus de 55 campings. Allez, dernière question pour l'équipe B. Quelle est la meilleure station de ski d'après une étude du site skidata.io publiée l'hiver dernier? La meilleure station de ski en France. Jérémy et Jean-Marc. Allez. Chamonix? Non. Jérémy. Là où allait ma femme avant de me rencontrer. Est-ce qu'il peut téléphoner à sa femme? Courte. Non, Courchevel, non. Courchevel. Allez, réponse Raphaël et Fred pour l'honneur. Vous avez gagné. Les Ouches? Pas les Ouches. Fred, vous aimez le Tour de France, Fred? Fred, pensez au Tour de France. Une fois. Il n'y a que vous qui savez des villes du Tour de France. Non, c'est pas Avoria, c'est l'Alpe d'Huez, mais vous gagnez quand même. Fred et Raphaël ont gagné. Bravo l'équipe A. Eh bien, bravo à tous et puis merci. Mais que gagne Fred? Que gagne Fred? Que gagne Fred? Arrêtez avec ces envies mercantiles. Non, mais moi je vous ai dit la conquête des droits là. Toujours le pouvoir de l'argent. Non, j'en ai marre de faire gagner de l'argent. Je veux que ce soit pour le bonheur. C'est ma conception de la société, Raphaël. Pour le temps libéré, ça marche. Ça marche. Allez, le programme de l'heure qui suit, c'est le tour de table de l'actu des vraies voix, bien évidemment. Et puis à 18h30, on vous rappelle notre coup de projecteur. On vous pose la question sur XX Twitter. Allez-vous sacrifier vos déplacements en voiture pour vos vacances suite à la hausse des prix du pétrole? Et puis on sait que c'est un samedi noir demain par exemple pour les départs. Et vous dites non, chers auditeurs, à 80%, vous allez prendre vos voitures. Allez, on reste avec vous et vous avec nous. À tout de suite. Les vraies voix de l'été Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Oui, parce que les vraies voix en ce vendredi, effectivement, est notre dernier. Tout à fait. Et oui, il y a cette version. Alors, allez-y. Les vraies voix
voix. Les vraies voix sont là. Non, c'est-à-dire que c'était écrit en noir, mais si vous voulez parler sur mon noir, je parlerai sur votre violet. On explique tout aux auditeurs. Oui, Jean-Marc Governatori est avec nous, coprésident de l'écologie au centre, Jérémy Stubb, directeur adjoint de la rédaction de Causeur, et Raphaël Rémy-Leleu, conseillère de Paris Europe Écologie Les Verts. Voilà pour nos vraies voix. Tout de suite, ça fait du clic sur les réseaux. Les vraies voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Parmi les sujets les plus commentés ce soir sur Twitter ou X, on ne sait toujours pas, le décès à Bayonne d'un homme agressé pour avoir demandé à des passants d'arrêter d'uriner devant chez lui. L'homme de 46 ans a succombé après 9 jours de coma artificiel. Après avoir été roué de coups pour avoir demandé aux 3 hommes d'arrêter d'uriner devant chez lui, l'homme de 46 ans avait été hospitalisé avec un traumatisme crânio-cérébral. Un rassemblement contre les violences se tient en ce moment même à Bayonne devant la mairie à l'initiative des associations des cafetiers de la ville. L'enquête ouverte à l'origine pour tentative de meurtre vient d'être requalifiée en enquête pour meurtre, tout simplement. Le maire de Bayonne, Jean-René Etchegaray, adresse sur Twitter un témoignage de soutien et d'affection à la famille et aux proches de la victime dans cette douloureuse épreuve, dit-il. De son côté, l'opposition municipale, dans un communiqué, évoque la peine, la colère et la compassion des habitants. L'opposition de Bayonne qui en appelle aussi à une réflexion autour des faits pour en repréciser le sens et garantir leur pérennité et leur sécurité. En tout cas, les 3 suspects de l'agression mortelle sont toujours recherchés. L'appel à témoins a été complété par un portrait robot diffusé hier. La police recherche donc 3 individus âgés de 20 à 25 ans, de corpulence athlétique. Ils avaient le torse nu au moment des faits. Ils semblent donc avoir pris la fuite après l'agression. Autre sujet, après son départ du gouvernement, Pape Ndiaye se confie au journal Le Monde. Il voit dans son éviction un trophée de chasse pour l'extrême droite. Oui, l'ancien ministre de l'Éducation, en partance en ce moment pour le Conseil européen à Strasbourg, parle de tristesse, de déception aussi après son départ du gouvernement, mais pas d'amertume, dit-il. Pour autant, il livre cette analyse, je le cite, « L'éducation nationale est un ministère important qui touche à l'intime des familles. Je suis identifié comme un homme de gauche engagé sur les questions de l'antiracisme, de la lutte contre les discriminations, tout ce que l'extrême droite abhorre. Je suis un homme noir. Ce facteur combiné aux 2 autres est insupportable pour l'extrême droite. » C'est ce que lance donc Pape Ndiaye, l'ancien ministre de l'Éducation nationale, dans Le Monde. Il estime aussi d'ailleurs que son éviction traduit par ailleurs un exécutif qui fait la part belle au profil de purs professionnels de la politique, ce que lui n'était pas. Allez, réaction des vraies voix. Raphaël Rémy-Leleu, en fait, c'est ce qui est sous-jacent, c'est que c'est Macron qui aurait fait un cadeau à l'extrême droite en poussant Pape Ndiaye à sortir du gouvernement ? Je trouve que l'extrême droite a mené une campagne contre Pape Ndiaye pendant des mois, depuis des années même. Il n'y a rien d'étonnant à cela. C'est une manifestation supplémentaire de leur haine et de leur violence. Vous l'avez soutenu, vous, Pape Ndiaye ? Par rapport à ses attaques, oui, bien entendu. Oui, mais sur sa politique. Sans aucun doute. Mais sur sa politique. Et sur sa politique, pas du tout. D'accord. Donc vous êtes aussi responsable de son départ, alors non ? Je sais pas. J'allais y venir, mais je crois qu'on ne peut pas tout à fait comparer les deux. Non, mais et qu'en l'occurrence, il me semble que le fait d'avoir présenté l'éviction du gouvernement de Pape Ndiaye comme étant uniquement du fait de l'extrême droite, c'est peut-être un peu trop facile. Ça donne à Pape Ndiaye une sorte de panache alors qu'il s'en va, alors que la politique qui a été conduite par Pape Ndiaye au gouvernement n'avait rien d'une politique de rupture par rapport à celle conduite par Jean-Michel Blanquer. A priori, il n'y aura pas de rupture non plus avec ce qui est fait actuellement par Gabriel Attal, qui a commencé en annonçant des mesures conservatrices et qui ne reviendra pas sur le nombre, mais absolument délirant, de fermetures de classes qu'on va subir pour septembre, que ça soit à Paris ou partout en France. Donc, bien entendu, le ministère de l'Éducation nationale est un ministère important. Je suis d'accord avec Pape Ndiaye, ça touche à l'intime des familles, ça touche même à l'intime de notre République et de ce qu'on a envie d'avoir comme projet de société. Et je crois que le projet de la Macronie, pour le coup, est très très loin de nos attentes. Là, ça va loin, ce qu'il dit, parce qu'il parle de racisme, donc c'est condamnable. Mais bien sûr, il a subi du racisme, des insultes, des menaces, et là-dessus, notre soutien doit être sans faille. Jérémy Stubbs, quand un ministre qui finalement a été a priori renvoyé parce qu'il ne faisait pas du bon travail se permet de dire que c'est pour des questions de racisme ou parce que l'extrême droite a mené une campagne contre lui, ça pose un petit problème quand même. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que le vrai problème de Pape Ndiaye, c'est que ce n'est pas un administrateur expérimenté à la hauteur de la tâche. Et tout le monde voyait ça dès le départ. C'était une nomination en quelque sorte symbolique qui montrait l'ouverture du gouvernement.
et il a fait face à des difficultés que même quelqu'un d'expérimenté aurait eu du mal à gérer. Donc, à mon avis, il est urgent de le remplacer. Mais je tiens à rendre hommage à un seul moment où il m'a impressionné, Pap Ndiaye. C'était au moment du tentative d'assassinat contre Salman Rushdie. C'était un des rares membres du gouvernement à dire je condamne cet acte. Et là, il a fait preuve de courage. Sur son bilan, Jean-Marc Governatori, à Pap Ndiaye, est-ce qu'il a, selon vous, les raisons de regretter son départ parce qu'il avait un bon bilan, ou alors il a été victime de cette chasse, dit-il? Non, mais il faut se dire la vérité. Un ministre ou une ministre ne peut pas réformer l'éducation nationale. La seule façon de réformer l'éducation nationale, c'est de faire un débat national public de 6 mois, où chacun intervient, les enseignants en place, les enseignants retraités, les parents d'élèves, les syndicats, le personnel Atos, les politiques, les intellectuels. Et pendant 6 mois, on évoque tout. Et au bout de 6 mois, on fait un référendum avec des options A, B, C, D sur les horaires, la formation, les programmes. Et à ce moment-là, la décision sera appliquée. Sinon, aucun ministre ne peut réformer l'éducation nationale. Donc ça change rien par rapport à Blanquer et ça change rien avec Attal. Exactement. Raphaël, Rémi Leleu, finalement, ce qu'on entend dans les propos de Jean-Marc Governatori, c'est qu'il faut recréer un dialogue, ce fameux dialogue social, et être peut-être plus à l'écoute finalement des Français sur ce que devrait être ce ministère de l'Éducation nationale. Bien sûr, et sur la politique d'éducation en tant que telle, on a besoin d'un dialogue social dans l'éducation nationale, mais surtout d'une vraie remobilisation politique autour de l'école publique. Parce que lorsqu'on ferme des classes, lorsqu'on augmente enfin, mais tellement peu, le traitement des enseignants et des enseignantes, lorsque l'ensemble des conditions de travail sont dégradées et donc l'ensemble des conditions d'études et de scolarisation, sans même parler du manque de postes pour les personnels auxiliaires d'éducation, pour les personnels qui aident les élèves en situation de handicap. Enfin, on a besoin de réinvestir dans l'école publique parce qu'à chaque fois qu'on détruit l'école publique, par ailleurs, c'est l'école privée qui en profite et ce sont tous des parcours scolaires universitaires qu'on brise et on empêche le service public de faire son travail. Bon, merci. Félix Mathieu aussi. Bravo Félix. Avec grand plaisir. Vous avez soulevé un bon débat, encore une fois. Et il y aurait encore beaucoup à dire sur les fêtes de Bayonne. Merci pour ça aussi. Oui, c'est vrai que ça c'est affolant. Calmez-vous, notamment sur l'alcool aussi, parce que il y a le drame, mais il y a aussi tous les soirs beaucoup de tensions. Allez, 0826 300 300, si vous voulez réagir, vous appelez le standard de Sud Radio. On est là, on vous attend avec nos vraies voix. Vous restez avec nous, évidemment. On revient dans un instant pour le tour de table de l'actu. Les vraies voix de l'été Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Sud Radio, c'est une radio, mais c'est aussi votre complice au quotidien, tous les jours. Alors, si vous avez des questions, vous avez envie de parler avec nous, si vous souhaitez partager avec les auditeurs, le standard, c'est le 0826 300 300, bien évidemment. Alors, je suis votre complice aussi. Moi, il y a la radio, mais il y a moi aussi. Oui, il y a vous aussi. Judith, on a été complices pendant tout à fait. Tout ce mois de juillet. Tout à fait, c'était important de le redire. Oui, j'avais envie de le dire à ce moment-là. Et puis, on continue sur le tour de table de l'actu des vraies voix. Allez, c'est parti. J'ai partant pour un deuxième tour. Non, il faudrait sérieusement penser à grandir la table. Le tour de table de l'actualité. Alors, nos 3 vraies voix ce soir, donc Jérémy Stubbs, dont vous avez entendu tout à l'heure le tour de table. Jean-Marc Governatori est avec nous aussi. Et puis Raphaël, Rémi Leleu. Raphaël, alors un sujet, c'est vrai, on a l'impression chaque jour dans l'actualité d'avoir ces informations odieuses. Vous voulez développer ce que vous appelez l'été, la saison des féminicides. Oui, et ça n'est pas moi qui l'appelle comme ça, c'est El País. Parce que je vous ai ramené un petit quelque chose d'Espagne. D'Espagne, ouais. Un exemplaire d'El País qui est daté de mercredi et qui titre en une, on aimerait bien voir ça dans les médias français, l'été est un facteur de risque supplémentaire pour les assassinats machistes. Et alors on a le droit à tout le développement pour savoir ce qui s'est passé en Espagne à cause de ces féminicides. Donc il y a eu plusieurs cas extrêmement graves, des assassinats qui ont eu lieu, notamment à Madrid, il y a eu des mobilisations, il y a eu des manifestations, et il y a eu une réunion de la cellule de crise du ministère de l'égalité. La différence majeure déjà en Espagne, c'est qu'il y a un ministère plein et entier de l'égalité. Aujourd'hui en France, le gouvernement n'est même plus paritaire. Et en plus d'avoir une ministre de l'égalité, on a également des ministres, des secrétaires d'État, dédiés à la lutte contre les violences machistes, dédiés à l'aide aux victimes. En 2017, l'Espagne avait passé une loi cadre, l'une des plus importantes, les plus protectrices en Europe.
En mois de juin de cette année, c'est la Belgique qui a passé une loi cadre de stop féminicide pour aider les victimes et pour empêcher ces meurtres machistes. Donc la grande question, c'est quand est-ce qu'on aura cela en France ? On a parlé des fêtes de Bayonne où il y a également 5 plaintes déposées pour beaucoup viol. de viols, oui. On en est déjà à 75 féminicides cette année en France. Plus encore que l'été, ce sont bien entendu les compagnons, les ex-compagnons, les proches des victimes, ces hommes qui les assassinent, mais participant de ces violences, il y a également l'inaction politique. Oui, on a parlé notamment cette semaine, on avait évoqué le sujet, mais avec ces téléphones qui viennent d'arriver et qui sont des alertes si l'ex-compagnon qui est interdit de visiter son ex-compagne s'approche, à ce moment-là le téléphone sonne. Voilà une idée mais vous savez que ça fait 10 ans qu'on nous parle de ça. Ça fait 10 ans que les téléphones sont présentés aux associations féministes. Presque chaque année, j'ai l'impression qu'on nous dit mais ça y est, là, les téléphones sont là, ils marchent, ça y est, on a le droit de les distribuer. Et puis, ces téléphones, il y a encore quelques années, on en était à moins de 3500 téléphones, alors que des cas de violence conjugale chaque année en France sont estimés à au moins 300 000. Une femme tous les 3 jours meurt sous les coups de son compagnon ou de son ex-conjoint, effectivement, en France. Jean-Marc Governatori, pourquoi est-ce que, justement, si je reprends un peu les propos de Raphaël Rémy-Leleu, il n'y aurait pas de ministère de l'égalité en France? Pourquoi il n'y a pas de loi cadre? Pourquoi ça avance pas plus vite? Comment ça se fait qu'il n'y a pas une vraie prise de conscience compte tenu de cette situation qui est quand même catastrophique? Je pense que c'est une question culturelle. Et en tout cas, pour m'être beaucoup intéressé au sujet, il y a un outil qui est très efficace, qui est le bracelet anti-rapprochement. Oui, sauf que ça sonne chez la victime et pas au commissariat. Mais il est très peu utilisé. Et des policiers amis me disent qu'une fois sur deux, il ne marche pas. Donc, alors que le bracelet anti-rapprochement est vraiment un outil qui peut préserver beaucoup de vies. Raphaël Rémy-Leleu sur le bracelet. En fait, le bracelet, c'est vraiment un pansement sur une jambe de bois, puisqu'on aurait besoin d'avoir des procédures qui iraient plus vite, des mesures de protection, des mesures d'éloignement. Et par exemple, je vous donne cet exemple qui est très personnel, mais comme ça, je suis certaine de ne pas dire de bêtises. Il y a un homme qui me harcèle depuis des années. On n'a toujours pas de jugement. J'ai déposé le plainte il y a quelques semaines. On m'a dit, ce serait bien que vous ayez une protection. Est-ce que la ville de Paris peut vous protéger? Je dis, non, la ville de Paris n'avait pas prévu de me protéger. On pensait que ce serait plutôt à la police de le faire. Et donc ça n'est pas malheureusement une question culturelle parce que le machisme existe partout. Par contre, il y a eu une volonté politique en Espagne, il y a eu une volonté politique en Belgique et on attend cela et tous les moyens qui doivent être mis en œuvre. Jérémy Stubbs, il faut être aussi plus offensif face à ces hommes. On en connaît plein qui disent moi si tu me quittes, si je te retrouve, je te tue. Enfin cette violence, ça nécessite peut-être d'être tout de suite efficace et d'écarter ces la première menace, à la première gifle. Aux menaces. Oui, il y a beaucoup de cas comme ça. Le problème, c'est que ça s'ajoute à une situation générale d'insécurité. De même que ces personnes qui sont battues à mort, il y a plusieurs cas récemment, pour avoir dit à des voyous dans la rue de s'éloigner de leur maison. Et le problème, c'est que la police ne peut pas être partout. Il y a sans doute une nécessité de revoir cette question et il en va de même au Royaume-Uni. C'est la même situation. Il y a la même nécessité de tout changer, mais comme je le dis, je suis pessimiste ce soir, ça se place dans une situation qui est inquiétante de tous les côtés. On n'espère pas inextricable en tout cas. Une remarque. Oui, mais c'est votre tour de table là, Jean-Marc. D'accord. Sinon on n'aura pas le temps. Jean-Marc Governatori, alors vous, c'est un titre, alors je vais vous laisser le développer parce que je vois pas ce que vous voulez dire derrière. Le sens de l'histoire, c'est-à-dire quelqu'un qui écrit et quelqu'un qui a lu. Et vous savez que j'ai écrit pas mal d'ouvrages et donc je me suis beaucoup intéressé à l'histoire de la vie, à l'histoire humaine. Selon les paléontologues, l'écriture a été découverte 5000 ans par les Sumériens, dans l'actuel Irak-Iran. Et les spécialistes disent que l'histoire humaine a commencé donc il y a 5000 ans avec l'écriture. Et force est de constater que notre histoire est une succession de conflits, de guerres, de frustrations. Il suffit de regarder des films d'histoire et c'est terrible ce qui se passait. Donc, je dis quand même que ces choses évoluent parce que les consciences évoluent. Donc, ma vision est que le monde s'organisera en régions unies, des régions qui vont coopérer, des régions qui seront autonomes d'un point de vue alimentaire et d'un point de vue énergétique, qui respecteront la nature et l'animal, avec des personnes responsables et dont le maître mot sera la paix. Voilà ce qui va se passer dans l'histoire du monde, parce que c'est le sens de l'histoire. C'est optimiste. C'est mon examen de l'histoire. Et des exemples plus précis sur le sens de l'histoire et très concrets, par exemple, sachez qu'il y aura de plus en plus de transports collectifs. Le sens de l'histoire en France et ailleurs, c'est qu'il y a de moins en moins de transports individuels et de plus en plus de transports collectifs. Il n'y aura plus de corridas. Un jour, il n'y aura plus de corridas, on se dira comment, il y avait des corridas en 2023. L'alimentation sera de moins en moins carnée, c'est le sens de l'histoire. On prendra de plus en plus soin
de notre corps. Et en fait, enfin, on agira en conscience. Parce que la conscience va pénétrer de plus en plus nos actes. Et c'est vraiment le sens de l'histoire. Quand on mange, quand on boit, quand on travaille, quand on aime. Et ces défauts de conscience qui ont créé tellement de problèmes à l'espèce humaine vont s'éteindre et laisser place, enfin, à la conscience et donc à l'harmonie et donc à la joie. Ah, c'est optimiste. Ça fait du bien un peu d'optimisme. Voilà. C'était le dernier tour de table pour nous. Là, il nous a fait un petit cadeau, Jean-Marc Governatori. Bon, vous y croyez à un monde meilleur, Jérémy Stubbs? A priori, non. Je voudrais. Non, parce que je voyais votre mou. Je voudrais, et si Jean-Marc arrive à créer cette planète, je veux bien la visiter avec un grand plaisir. Mais je pense à cette citation d'Emmanuel Kant qui dit que du bois tordu de l'humanité, rien de droit ne fut jamais façonné. Et je pense que ce n'est pas nécessairement une question d'éducation ou même d'organisation. C'est la nature humaine qu'il faut refaçonner, mais je ne sais pas comment. Raphaël Rémy Leleu, le bois tordu, ça peut donner des trucs sympas aussi, non? Le bois tordu, je ne sais pas, mais je vous avoue, je suis un peu surprise parce qu'en voyant le titre de la chronique, je me suis dit, ça y est, Jean-Marc va nous faire un coming out marxiste, il va nous faire un sens de l'histoire version Marx, et je n'attendais que ça. Mais ensuite, sur le projet décrit, je suis bien entendu plutôt d'accord. Ensuite, je crois profondément que pour créer ce qu'on a envie de voir advenir et pour faire face à toutes les crises qu'on a pu décrire durant l'émission aujourd'hui, il y a besoin d'action, il y a besoin d'engagement, de beaucoup de force et de courage, parce que c'est assez peu évident de faire le choix de l'engagement face à, notamment au niveau de violence qu'on peut subir. Mais allons-y, on n'a pas vraiment le choix. Bon, allons-y, on va avoir un coup de projecteur. Allons-y, voilà. Je crois que ça va vous tendre un petit peu aussi. Dans quelques instants, quelques minutes, dans 4 minutes, c'est le coup de projecteur des vraies voix. Le sujet du jour, c'est la question qu'on vous pose sur Twitter X. Je sais plus ce qu'il faut dire, moi. Alors, on le voit, le pétrole hausse du pétrole. Allez-vous sacrifier vos déplacements en voiture pour vos vacances? Vous nous répondez non à 80% sur Twitter. Donc continuez à voter. N'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. Les vraies voix de l'été Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Sud Radio, c'est votre radio. Vous pouvez parler vrai au 0826 300 300, c'est le numéro de notre standard. Vous pouvez aussi voter sur Twitter aux questions qu'on vous pose. D'ailleurs, à celle de 18h30 que va vous rappeler Frédéric Brindel dans un instant. Juste avant, je vous rappelle avec qui vous êtes aujourd'hui, nos vraies voix. Jean-Marc Governatori, qui est coprésident de l'écologie au centre et élu écologiste niçois. Jérémy Stubbs, directeur adjoint de la rédaction de Causeur, qui est britannique, et Raphaël Rémy Leleu, conseillère de Paris Europe Écologie Les Verts et militante féministe. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Nous nous apprêtons à vivre le week-end le plus chargé sur les routes de France. Et bien sûr, qu'est-ce qui augmente pour l'occasion? L'essence. Bon, voilà. 1 litre de gasoil coûte 6,4 centimes de plus que la semaine dernière. Les tarifs à la pompe poursuivent leur envolée spectaculaire entamée début juillet. Cette augmentation est liée à celle des prix du pétrole. N'y voyez pas autre chose. Les pays producteurs de pétrole serrent la ceinture. Bon, il est vrai que certains engagent des dépenses mirobolantes pour recruter les meilleurs joueurs de foot de la planète. Faut économiser. Au bout du compte, bon, c'était personnel ça, mais au bout du compte, qui paye? Eh bien, comme d'habitude, vous connaissez l'histoire. Donc, nous vous posons la question, allez-vous sacrifier vos déplacements en voiture pour vos vacances? Vous nous répondez au 0826 300 300 et la consultation sur X ou Twitter. Et nous recevons Philippe Charlez, expert en questions énergétiques, auteur des 10 commandements de la transition énergétique. Bonjour. Bonjour. Alors, je vais vous la poser à vous, la question, Philippe Charlez. Comment vous partez en vacances? Est-ce que vous prenez votre voiture? Alors non, moi je suis parti. Là, je vous appelle de Grasse. Je suis parti en train et j'ai une voiture électrique ici à Grasse. Donc j'utilise extrêmement peu d'essence pour l'instant. Bon, vous nous confirmez que cette hausse des prix du pétrole, elle est bien du fait de ces pays producteurs de pétrole? Alors l'OPEP ou plus généralement, qu'est-ce qui les motive? Eh bien non, justement, je crois que c'est pas exactement ça, parce que j'ai regardé en détail la distribution du prix du baril, enfin du litre d'essence. Et en fait, ce qu'on observe, c'est que bien sûr, l'augmentation du prix du baril qui est passé de $72 à peu près $86 aujourd'hui, donc $72 fin juin, $86 aujourd'hui, justifie une petite partie du prix. Cela étant, ce qui est assez intéressant, c'est que par rapport à il y a un an, on remarque que si
on appliquait les mêmes règles qu'il y a un an, le prix du litre d'essence ne devrait pas être en moyenne à 1,90, mais devrait être à 1,75. Et en fait, on observe qu'en dehors du prix du pétrole, les marges de distribution ont fortement augmenté. J'ai calculé qu'elles avaient augmenté depuis un an d'environ 63%. Elles sont passées de 22 centimes le litre à environ 35 centimes le litre. Donc vous êtes en train de nous dire que c'est un mensonge de ce qui se dit, que c'est parce que le cours du Brent augmente, c'est parce que les marges augmentent. Le cours du Brent augmente, ça ne va pas dans le bon sens, mais disons que globalement, on a d'abord un change euro-dollar qui est plus favorable qu'il y a un an, puisqu'on est à 1,10 et on était à 1 il y a un an. Que deuxièmement, les marges de raffinage ont beaucoup baissé. Elles avaient atteint des sommets absolument délirants à $150 la tonne. On est revenu à $50 la tonne. Et donc, quand on fait le détail et la décomposition du litre d'essence, on voit que ce qui a beaucoup augmenté, c'est bien sûr un peu le baril de pétrole, mais qui est inférieur à $86 à ce qu'il était il y a un an à $110, et que la grosse part du fait qu'on reste très proche de 2 euros à 1,90 vient d'une augmentation un peu, je vais dire, occultée des marges de distribution. Jean-Marc Governatori, quand on voit cette envolée des prix du pétrole qui ne s'arrête plus, en fait, on se dit qu'il serait peut-être temps de développer un petit peu l'hydrogène et tous les autres carburants en fait propres, tout simplement. Ça serait une vraie solution, ça. Ben, quand on voit cette envolée, on est choqué par la faiblesse du covoiturage en France. C'est incroyable, mais ça vraiment incroyable. Mal, en France, il y a 40 millions de véhicules automobiles, dont 30 millions de véhicules qui prennent la route chaque matin. Les 3/4, les personnes sont seules. Donc il faut absolument développer dans chaque immeuble et dans chaque quartier le covoiturage pour que les gens se parlent et communiquent. On peut le faire par le système d'échanges locaux qui malheureusement sont totalement ignorés par les politiques conventionnelles. Et quand vous développez le covoiturage, vous divisez par 2 le coût du carburant. Parce que si vous êtes 2 dans la voiture, ça coûte 2 fois moins cher. Si vous êtes 3, ça coûte 3 fois moins cher. Et bien sûr, on croit, nous, écologistes centristes, aux agrocarburants de 3e génération, c'est-à-dire faits à partir de déchets verts et à partir d'algues, et pas d'autre chose. C'est ça, les bons agrocarburants. Mais avec le covoiturage, on trouve les solutions. Raphaël, justement, Rémi Leleu, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est mieux les agrocarburants qui sont faits à partir de déchets, l'hydrogène? Est-ce qu'il faut faire du covoiturage? Est-ce qu'il faut sortir de l'essence tout simplement? Enfin voilà, qu'est-ce que vous avez comme solution, vous, à nous proposer? Alors dans l'idéal, même sortir de la voiture, si on y arrivait. Il faut rappeler que le train, et on s'est beaucoup focalisé sur l'offre ferroviaire en tant qu'écologiste, le train, c'est encore moins émetteur d'émissions de gaz à effet de serre que la voiture, bien entendu, et qu'aujourd'hui, cet été, il y a 60% des Français et des Françaises seulement qui partiront en vacances parce que le premier poste de dépense, c'est le transport. Oui, mais le train, il est très cher aussi. Et justement, du coup, comment on fait en sorte d'avoir ce choc de l'offre pour le train, histoire que chaque famille qui le souhaite puisse partir en vacances, y compris en prenant ce mode de transport qui est collectif, qui est moins polluant, qui est le train. Il y a 90% des Françaises et des Français qui habitent à moins de 10 km d'une gare, donc ça devrait être possible. Et c'est pour ça qu'en termes de solutions, parce que vous posiez la question des solutions, KELV, on aimerait avoir un ticket climat pour le train, au moins pendant l'été. Ça consiste en quoi? Ça a été expérimenté par la Belgique, ça a été expérimenté par l'Allemagne, ce sont des succès massifs. C'est d'avoir un ticket, il faut définir un prix bien entendu, qui permettrait aux gens de se déplacer sur l'ensemble du territoire, sur le réseau SNCF, avec un forfait. Ça peut être 49 € en Allemagne, c'est une trentaine d'euros je crois en Belgique pour les mois d'été, et ça change véritablement les mobilités, ça montre aux gens qu'on peut faire autrement que la voiture, qu'on peut sortir aussi du tout essence de l'industrie finalement des énergies fossiles. Et c'est à la fois un moyen de partir en vacances qui serait plus accessible, plus populaire, et qui serait un véritable levier écologique. Jérémy Stubbs, il semble finalement que cette augmentation, bon, on l'a subie. Il y a aussi, il faut bien l'avouer, on est en pleine période de vacances, à chaque fois la volonté de faire de l'argent. Oui, il y a cet aspect-là, mais il est difficile dans toutes les conditions de persuader les Français de délaisser leur voiture. Ils sont très attachés à leur voiture. On augmente le prix du diesel, on réduit la vitesse maximale sur les routes et on a les gilets jaunes. Donc c'est une question très sensible en France et il faut le reconnaître culturellement. Je dois dire aussi que moi-même, je prends le train pour venir à Paris, travailler tous les jours.
Mais je suis obligé assez souvent de prendre ma voiture que je n'aime pas prendre parce que mon train est annulé. Donc tout est lié, tout est lié. On revient à la question des conducteurs de train, etc., etc. Finalement, Jean-Marc Vernatori, il faut mettre en place des transports qui fonctionnent mieux et ça serait déjà une première solution en fait, hein, et qui sont moins chers. Ah oui, c'est vrai, mais vous savez que je suis un grand fan de la SNCF. Hein. Oui, vous l'avez déjà dit. L'homme politique français qui prend le plus le train. Donc, puisque je fais 2000 km de train par semaine. Bon, donc, faut-il encore le vérifier? Nous appelons. Si vous êtes femme et homme politique français, appelez-nous 0826 300 300. Le record à battre est de combien par an? 2000 km par semaine. 2000 km. Vous pouvez nous appeler tout de suite. Continuez, Jean-Marc. Mais pourquoi vous en faites autant? Parce qu'en fait, nous avons des délégations dans toute la France, dans chaque département, et je fais des conférences partout. D'accord. Et par conséquent, je me plais à faire le train. Et c'est là que j'ai écrit mes livres. Quand vous sortez de la gare pour aller à un lieu donné, par exemple un peu plus loin, vous prenez un taxi? À Paris, il y a le bus ou le métro, et pourquoi pas des fois le taxi, effectivement. Quand il y a un souci à un taxi, je ne suis pas un intégriste, mais chaque fois que je peux, effectivement, j'économise de l'énergie. Vous êtes sûr, vous nous le confirmez? Je vous promets. En tout cas, un intégriste de la SNCF, ça c'est sûr. Philippe Charlès, pour revenir sur cette hausse, bon, il y a des tendances que vous, en tant qu'expert énergétique, vous analysez. Est-ce que c'est, quand on regarde sur les dernières années, systématiquement à cette période, sur les chassés-croisés où il y a plein de monde sur les routes, que les prix flambent? Alors j'ai pas d'historique en tête, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'en tout cas, le prix ne flambe pas en France, où le prix du baril ne flambe pas à cause de ça. Le prix du baril est beaucoup plus lié à des considérations mondiales et géopolitiques qu'à des considérations conjoncturelles. En revanche, pour réagir à tout ce qui a été dit, je voulais quand même rappeler que 92% des transports, c'est toujours du pétrole, donc on part quand même de très loin. Par rapport au train, c'est tout à fait vrai que le train consomme beaucoup moins d'énergie que la voiture et que le transport routier en général. Je donnerai un exemple, c'est qu'une tonne marchandise transportée par train, donc le fret ferroviaire, c'est 8 fois moins d'énergie qu'une tonne marchandise transportée par camion. Malgré tout, même si on prend le train, on a toujours besoin au départ et à l'arrivée, ça dépend où on habite évidemment, mais d'une desserte, je dirais, voiture. Et il faut garder à l'esprit que 75% des kilomètres parcourus en France le sont sur des très petites distances et sur des distances de l'ordre d'une centaine de kilomètres. Ce qui veut dire que malgré tout, sur des petites distances, quand vous arrivez sur votre lieu de vacances, si vous n'avez pas de voiture, malgré tout, vous êtes quand même extrêmement limité. Donc vous êtes absolument à ce moment-là obligé de louer une voiture, et on sait qu'il y a eu une explosion récente. Le coût des voitures de location a été multiplié par 4 ou 5 depuis la pandémie. Donc ça veut dire que oui, le train sur les longues distances c'est une solution très efficace, mais il ne faut pas oublier la desserte de départ et la desserte d'arrivée, où vous avez quand même besoin, si vous voulez, une certaine mobilité d'une voiture. Et on rappelle que vous expliquez tout ça dans votre livre, les 10 commandements de la transition énergétique. Alors 0826 303 0826 300 300, on va tout de suite filer au standard, mais juste avant, vous voulez réagir, Raphaël Rémy-Leleu? Oui, parce que sur cette question de la desserte ferroviaire et des très petites distances, alors, je connais bien le sujet, puisque dans le Nord, pour le coup, il y a plein de gares à proximité. Le problème, c'est d'aller jusqu'à la gare, et souvent, malheureusement, on le fait en voiture. Mais il y a aussi cette question du transport public local, vraiment de ce maillage territorial, et des pistes cyclables accessibles, et des endroits où on pourrait stocker des vélos en toute sécurité sur les très petites gares. Je pense qu'on a encore de beaux leviers à actionner. Et accessoirement aussi des parkings gratuits pour quand on veut se garer aussi autour des gares, ça serait pas mal. Allez, 0826 300 300, on est toujours avec Fred. Fred, vous êtes là. Je suis là. Alors Fred, qu'est-ce que vous avez envie de dire justement sur cette augmentation du litre de gazole et ça pendant les vacances évidemment? Je veux dire, les taxes, il y a tellement, on a fait le tour depuis le temps en fait que tout augmente en fait. Ce gazole, c'est toujours pareil, il y a une TIPP, elle est jamais baissée, ça augmente pendant les vacances, comme vous disiez, on dit tout. Et quand on part en vacances, votre unité disait on fait peu de covoiturage. Mes enfants, en fait, j'habite à Toulouse, j'habite dans le Gard, ils prennent Blablacar maintenant parce que le train c'est trop cher. Donc je prends du Blablacar. On fait du covoiturage et toujours on accable en fait les automobilistes ou les usagers ou les Français parce qu'il faut, et parce que si, parce que mi. Mais en fait, au moment donné, on part dans le vent.
C'est quand on voit la géographie de notre pays, on part d'un point A à un point B. Et quand on a une famille, comment on fait quand on va au Pays Basque, quand on va dans l'Arsac, quand on va en Lozère, quand on va en Auvergne, comment on fait pour se déplacer? On prend quoi, un âne? À un moment donné, il faut arrêter de c'est une idée. Prévoyez les carottes pour faire avancer l'âne, c'est la fameuse. Oui, Jérémy Stubbs, réaction à ce que dit Fred, notre auditeur. Je pense que le prix de l'âne vient d'augmenter considérablement. Oui, non, mais c'est ça, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il y a toujours une augmentation. Vous étiez pour, vous, Raphaël Rémy Leleu, l'augmentation du carburant pour dissuader de prendre la voiture? Mais au bout d'un moment, c'est plus possible. Ah mais là de toute façon on n'est plus du tout dans le même contexte, notamment depuis la guerre en Ukraine et le niveau d'inflation délirant. Par contre je pense qu'il faut revoir les procédures de taxation, taxer véritablement le plus polluant et les entreprises qui en ont le plus de moyens. Par exemple, si on parle du plus polluant en France et de l'absence de taxes, le kérosène des avions n'est pas taxé. Et ça, c'est une aberration. Et je comprends la colère et je comprends la déception si les gens ont l'impression quand on leur demande que c'est toujours à eux de faire l'effort supplémentaire au niveau individuel, alors qu'il y a déjà tant de difficultés à affronter au quotidien. Et pendant ce temps-là, un truc aussi massif et aussi polluant que le kérosène des avions n'est pas taxé. Donc, il y a un besoin de mise en cohérence du discours politique et des actions. Et j'en reviens pour dire à Fred que je vous jure que le Pays Basque, c'est faisable en transport en commun. On l'a fait cette semaine, mais c'est une vraie galère. Oui. Et il n'y a rien qui incite en fait les usagers et les usagères à utiliser massivement les transports en commun, ni en termes de tarifs, ni en termes de clarté de l'information. Jean-Marc Governatori, c'est le rôle des régions aussi, du coup, c'est ça qu'on dit. Ah ben c'est clair que les régions ont un grand rôle à jouer là-dessus. Vous savez que je suis président de l'Office régional environnemental pour la région Sud. Et il est clair qu'on fait beaucoup d'efforts par rapport à ça. Mais c'est vrai que le transport, ça fait partie d'un projet de société. Où par exemple, le matin, on doit donner l'habitude aux enfants, le matin, soit d'aller en bus tous ensemble, soit d'y aller en vélo, soit d'y aller à pied. Et aujourd'hui, il y a la moitié des enfants qui vont à l'école en voiture. Donc c'est vraiment culturel, ça aussi. Et par conséquent, il y a un travail à faire dès l'enfance quant à l'habitude de transport. Jérémy Stubbs, est-ce que c'est culturel comme ça en Angleterre, la voiture aussi? Comment ça se passe Dans une certaine mesure, moins. Parce que, évidemment, en France, le territoire est plus grand. Les gens ont l'habitude de partir en vacances en voiture. Il faut dire quand même que c'est mieux de partir en voiture qu'en avion. Mais c'est un moindre mal, on va dire. Oui, exactement. Mais il y a aussi le problème que, et c'est vrai de la France, que le petit peuple a l'impression que c'est toujours lui qui est sanctionné et que les classes moyennes supérieures, les riches, les bobos, etc., sont au-dessus de ces problèmes et c'est toujours eux qui doivent payer. C'est ça qui a créé un peu je reviens au Gilets jaunes, mais aussi le populisme dans d'autres pays, cette idée d'être méprisé. Et il faut contourner ce problème-là si on veut changer les comportements. Réaction au 0826 300 300. Louis est avec nous. Bonsoir, Louis. Oui, bonjour. Alors, sur le train, vous voulez réagir. Allez-y. Ouais. Oui, voilà. Alors, monsieur est un élu de la République, je pense. De Jean-Marc Governatori, c'est ça? Oui. Oui, voilà. Ouais, sur le train. Un homme politique. Oui. Donc, un homme politique, il ne paye pas le train. Pas de chance, moi je le paye. Ah, vous le payez? Bien sûr, on paye le billet de train. De combien? J'ai une remise 50% parce que je suis un des plus grands voyageurs de France. Mais je paye le train, bien sûr. C'est une carte genre fréquence. Ah oui, c'est une carte que tout le monde aurait si la personne faisait autant de trains que moi. D'accord, donc... En tant qu'élu... Il y a Raphaël Rémy Leleu qui vous répond aussi. Louis. Oui, Attendez, Louis. Il y a Raphaël Rémy Leleu qui veut vous dire un truc aussi. Elle est élue aussi. Bonjour Louis, désolé, c'est pour vous rassurer ou en tout cas vous dire en tant qu'élu de nos villes ou de nos territoires locaux, bien entendu, on paye le train. Alors Louis, vous avez un truc à dire. Vous avez raison parce que ça coûte très cher le train. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà. On n'a pas les moyens, nous. Moi, par exemple, je suis chauffeur routier, j'ai un salaire qui d'ailleurs, j'ai près de 50 ans. Et mon salaire, il équivaut à ce que j'avais en francs à 23 ans. Voilà. Et en fait, nous, on va dire les petits, qui d'ailleurs, vous avez parlé des gilets jaunes, mais les gilets jaunes, la base de la revendication, c'était quand même, on paye tout dans la vie, on n'a le droit à rien. Et dans les débuts des gilets jaunes, rappelez-vous, il y avait de tout avec. Il y avait des infirmières, il y avait des pompiers,
il y avait des chômeurs, il y avait des gens qui étaient dans la mouise, il y avait de tout. Et en fait, on donne tout à l'État et on crève. Est-ce que c'est normal ? Et ça nous ramène effectivement, Louis, à notre question de départ, parce que avec cette nouvelle augmentation, cette fois-ci pour les prix de l'essence, bien ce sont les Français qui vont devoir se serrer la ceinture. Par rapport à ce que dit Louis Philippe Charlez, aujourd'hui, est-ce que le train, finalement, vous l'avez dit, c'est la solution ? Est-ce que tout n'est pas politique? Est-ce qu'on ne se donne pas les moyens de réussir cette transition énergétique dont vous parlez, déjà par manque de volonté politique? Oui, je pense que le développement du train est certainement une des solutions. Je vous l'ai dit d'ailleurs, pas seulement pour le transport de passagers, mais aussi pour le transport de marchandises. Et je pense d'ailleurs et je crois que, moi qui ne suis pas fondamentalement ELV, vous me connaissez, je crois que madame sera d'accord avec moi, c'est qu'aujourd'hui, très probablement, on dit que l'essence est trop chère, mais finalement, elle n'est pas assez chère. Quand on regarde l'évolution depuis le début des années 60, le SMIC a été multiplié par 40, le pain par 20, et le carburant par 11. Et le coût de la vie a augmenté de 13. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, contrairement à une idée reçue, le prix des carburants a évolué moins vite que l'inflation. Ouais, mais enfin, quand on voit l'évolution du prix du carburant, ça profite à des pays comme l'Arabie Saoudite qui peuvent acheter tout comme ils veulent. Donc, sur les gains de l'essence, Philippe Charlez, excusez-moi, mais là. Non, je vous dis simplement que, contrairement à ce qu'on peut croire, le prix du carburant a moins augmenté que certaines choses. Et en fait, si on voulait réellement réduire la consommation de carburant, soit vous le faites par l'interdiction, soit vous le faites par le prix, malheureusement. Merci beaucoup, merci à tous d'avoir participé à ce grand débat, ce coup de projecteur des vraies voix. Vous restez avec nous parce qu'on se fait plaisir avec un petit agenda culture. On va vous faire choisir vos endroits préférés des festivals qu'on vous a sélectionnés dans les 5 minutes de bonheur. À tout de suite. Frédéric Brindel, Judith Belair. Et 18h52, ce sont les 5 minutes de bonheur de la semaine. C'est un rendez-vous consacré à ces moments de bonheur que nous a flétés. Alors aujourd'hui, on vous propose un agenda des festivals qui officie tout au long du mois d'août sur le territoire. On va en proposer 3 et 3, donc 2 fois 3. Et vous allez, nos vraies voix, choisir ceux que vous préférez. C'est parti. C'est subjectif, la comédie, Murray. Imaginons un instant que vous soyez un homme malhonnête. Imaginons. Dans certaines circonstances, un producteur pourrait gagner plus d'argent avec un four qu'avec un succès. C'est décidé, je vais devenir pro. Et je crois avoir trouvé alors qu'il est le secret de mon bonheur. Une vie tranquille et retirée du monde à la campagne, puis le repos, la nature, les livres, la musique. Eh bien, c'est parti, cher Frédéric. Alors, voyez le premier rendez-vous que nous vous proposons. Que serait l'été sans les spectacles son et lumière organisés partout en France? Ces illuminations projetées sur des édifices historiques émerveillent bon nombre d'entre vous chaque année. C'est l'occasion de faire une virée en famille en août. Alors, on vous donne rendez-vous où? À Amiens, la Somme, oui, pour le Chroma Illumination. Et puis à Nancy pour le spectacle La Belle Saison. Enfin, à Strasbourg pour l'illumination de la cathédrale et dans de nombreuses autres villes. Mais peut-être avez-vous mieux, Judith? Alors, c'est pas mieux, mais c'est tout aussi bien. Vers la Bretagne du 4 au 13 août, c'est-à-dire à partir d'aujourd'hui, c'est le festival interceltique de Lorient. C'est un événement incontournable. Alors, ce qui est drôle, c'est que c'est quand même le plus grand rassemblement de Celtes au monde. Ça doit vous parler, ça, Jérémy. Un festival de 10 jours qui met cette année à l'honneur l'Irlande, avec notamment Hubert Félix-Stephen ou encore Imuvrini en concert. Alors, je vous propose une troisième possibilité, les vraies voix, et puis vous, les auditeurs de Sud Radio. C'est côté cinéma, le fameux festival du film francophone d'Angoulême qui se déroule jusqu'au 27 août, du 22 au 27 août. Il célèbre cette année sa 16e édition. Que vous soyez amateur ou cinéphile, vous trouverez votre bonheur parmi sa riche programmation de nombreux courts-métrages et films en compétition ainsi que des avant-premières exceptionnelles. Voici le temps de sélectionner. Alors, Raphaël Rémy-Leleu, illumination, Bretagne celte ou cinéma à Angoulême? Les illuminations à Strasbourg, d'abord parce que j'y ai de très très bons souvenirs, et puis aussi parce que c'est l'occasion de faire un coucou à Jeanne Barseguian, la maire écologiste de la ville, et à l'ensemble des équipes, des copains et des copines sur place. Illumination LED, évidemment.
J'avais regardé, fut un temps. A priori, il y a quand même une grosse partie qui est faite en LED. Ouais, il me semble. Ouais. Jeremy Stubbs. Je choisis aussi son et lumière parce que j'ai vu un spectacle il y a quelques années sur la façade de la cathédrale de Chartres, de toute beauté, extraordinaire, et je vais choquer beaucoup de monde en disant, pour moi ça a incarné la France éternelle que moi j'admire. Ah, ça c'est une bonne chose. Et vous, Jean-Marc Governatori, alors? Le festival interceltique sans conteste à Lorient. Pourquoi? Vous aimez ça, la musique celte? Je trouve que c'est extraordinaire en termes de spiritualité, de son, et par ailleurs en termes d'empreinte écologique, je pense qu'on doit être très bon. Allez, on continue. Pour ceux qui souhaiteraient se rendre dans un festival écologique, du coup, justement, les Bourgeons de l'Arbre en Loire-Atlantique commencent aujourd'hui et c'est jusqu'à dimanche. Alors c'est original cet événement parce que c'est 100% sans alcool. Il y a des ateliers, des conférences, des concerts et des spectacles qui sont organisés autour de la thématique prendre soin de soi et puis la nature. Alors bon, pour l'alcool, désolé, mais je vous propose cette fois-ci de déguster des tartes flambées avec un bon verre de vin, tout en assistant à des pièces de théâtre et des concerts et des balades poétiques dans un cadre champêtre. Alors évidemment, ça vous tente, il s'agit du festival Les Soirs après Soir, c'est dans le Bas-Rhin à Reichsfeld, et ça c'est sûr, vous allez en profiter, c'est du 10 au 15 août, et ça sera la 8e édition. Et le festival Les Fondus du Macadam propose des spectacles de rue gratuits, beaucoup de cirque aussi dans les rues, à Thonon-les-Bains du 2 au 5 août. Donc ça a commencé depuis pas longtemps et c'est jusqu'à demain. Donc n'hésitez pas à courir découvrir ce rendez-vous incontournable de la Haute-Savoie. Il y a des représentations de théâtre, il y a de la musique, de la danse, du cirque aussi, je l'ai dit, de quoi satisfaire tous les goûts, quoi. À vous, et quel est votre choix, Jean-Marc Governatori? Bravo à Sud Radio pour une telle recherche d'événements, c'est extraordinaire. Les Bourgeons de l'Arbre, bien sûr. C'est bien. Et vous alors, Jeremy Stubbs? Le festival sans alcool, non. Les spectacles de rue, non plus. Donc les tartes flambées, alors. alors. Flambées avec le verre. Je ne sais pas si je ferai les balades poétiques après. Mais... attention, avec modération. Mais déjà, vous étiez poétique dans votre démarche, j'ai trouvé là. Déjà. Raphaël Rémy-Leleu. Mon cœur d'écolo vous dira les Bourgeons de l'Arbre, bien entendu, mais l'honnêteté me avec force un petit verre de vin, quand même. vous dire que je repars surtout dans le Nord en famille. Et ça aussi, c'est un vrai festival. C'est beau le Nord, c'est beau le Nord. Et bien voilà, c'était les 5 minutes de bonheur et notre agenda culture. C'est aussi la fin de notre mois ensemble avec Frédéric Brindel. Non. Voilà. Vous nous retrouverez, moi en tout cas, à la rentrée, dès la rentrée avec C'est Excellent et puis Destin de femme évidemment. On vous rappelle nos 3 vraies voix du jour. Jean-Marc Governatori, qui est élu les centres écologie au centre. Voilà. Ensuite, Jérémy Stubbs, directeur adjoint de la rédaction de Causeur. Et Raphaël Rémy-Leleu, qui est élu Europe Écologie Les Verts et féministe convaincu. Merci pour l'accueil. Merci à tous les 3 d'être venus par ici. Merci et bravo. Et puis merci à vous, chers auditeurs, de votre fidélité à ce mois passé dans les vraies voix de l'été. Je vous embrasse. Et je vous retrouve dans un instant pour le sport. Et merci et bravo à Fred. 1 heure de sport, les vraies voix. À tout de suite.